Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureuse de vous retrouver ce matin. Je vais faire une très brève introduction car nous avons devant nous une toute petite heure et 15 minutes pour aborder l'un des sujets les plus complexes, les plus urgents de notre temps. Chaque minute est donc précieuse parce que chaque minute, c'est un peu plus de l'extraordinaire diversité du monde du vivant qui disparaît. Chaque mot l'est tout autant précieux. Nous ne sommes pas là pour bavarder ce matin, pour tenir une aimable discussion, même si ces échanges seront très conviviaux, je vous rassure. Non, on est là pour se mobiliser ensemble, chacun à notre niveau, pour massifier, accélérer l'action. Et nous le ferons avec humilité, nous dira Gilles Boeuf, et avec efficience. Nous sommes ensemble ce matin pour porter une voix qui est celle de la grande muette, cette magnifique nature dont nous allons parler ce matin. Nous sommes là aussi pour amplifier cette voix au moment où des choix cruciaux sont en train d'être faits, des choix politiques, des choix économiques, des choix sociétaux. Et tout ça se fait dans un contexte où jamais la vulnérabilité du vivant n'a été aussi criante. Jamais la fragilité des écosystèmes n'a été autant soulignée. Jamais le vivant n'a été autant maltraité. Alors oui, à sous-estimer les écosystèmes, la santé des écosystèmes, eh bien, nous avons mis tout simplement la nôtre en péril. Homme, nature, en réalité, il n'y a qu'une seule santé. En réalité, il y a un même combat à mener. Et ce combat, eh bien, c'est d'abord un combat contre nos dogmes, contre nos croyances, contre nos comportements. Et c'est sous cette bannière, qui est celle de notre invité principal, Gilles Boeuf, que je vais maintenant me connecter avec Gilles, qui est avec nous en duplex. Gilles a fait le choix, et qui est bien compréhensible dans ce contexte, d'être à distance, mais il sera dans une très grande proximité avec nous tout au long de cette plénière. Tout au long de cette plénière vont venir échanger avec Gilles les dignes, nobles et emblématiques représentants du monde des ONG, du monde des entreprises, du monde des économistes, de la voix et de la puissance d'action citoyenne, de la puissance d'action des territoires. Je propose maintenant tout de suite que l'on retrouve ce merveilleux storyteller, mais doing teller aussi, c'est-à-dire dire, raconter les histoires pour mieux faire, Gilles Boeuf. Bonjour à tous. Bonjour Gilles, merci beaucoup d'être avec nous. On est ravis de vous avoir et d'avoir la chance de vous avoir pendant 1h15. Vous êtes un écologue aujourd'hui reconnu internationalement. Vous avez ponctué cette crise que l'on a traversée, on pourrait dire même ces crises que l'on a traversées. Vous les avez ponctuées d'analyses scientifiques, bien évidemment, puisque c'est votre spécialité, mais aussi quasiment sociologiques. Alors, la vision que vous portez et que vous avez portée pour nous aider à décrypter ces enjeux, eh bien, c'est celle qui a structuré cette plénière, la construction de cette plénière aujourd'hui. Cette vision, c'est l'unité du vivant. Alors, comment, Gilles, définissez-vous cette unité du vivant, de surcroît, dans le cadre de ces crises que nous avons traversées, que nous traversons toujours, et vous nous le direz, que nous traverserons encore? Tout à fait. La première question, je vais revenir à ce petit Covid-19 parce qu'il est vraiment apparu durant l'année 2019, plutôt qu'on pensait pendant l'été. Et en fait, comment ce petit virus, il n'a pas de tête, il n'a pas de pattes, il n'a pas de dessin particulier, eh bien, il met à genoux nos économies dans le type de réaction qu'on a développé face à lui. Simplement, le petit virus, il a 15 gènes. C'est de l'ARN qu'il a, lui. Et nous avons 29 000 gènes, nous les homo sapiens, les humains. Donc déjà, on partage des choses qui sont en commun. Alors la question, c'est comment ce petit virus-là est-il parvenu à ces résultats qu'on observe aujourd'hui?
La première question dans l'unité du vivant, je dirais que la vie est apparue dans l'océan. Moi qui suis un océanographe, aujourd'hui on trouve les terrains les plus anciens au monde contenant non pas des organismes, mais des traces de vie au Groenland, il y a un peu moins de 4 000 millions d'années, 4 milliards d'années. Donc la vie apparaît sur la Terre. La Terre, elle a 4,6. C'est assez bien connu, c'est assez bien documenté. Ce vivant, il naît là, dans l'océan. C'est quoi la vie? Une cellule. Une cellule, c'est de l'eau liquide. Et ça, on l'a complètement oublié. Tout à l'heure, quand vous parliez, Vanessa, l'unité avec l'humain, un humain, il est fait de cellules, d'eau liquide, de sel et d'eau. Un bébé humain qui naît, c'est 3/4 d'eau. On l'a complètement oublié. Et cette eau, on la souille, on la gaspille partout. Donc, il faut ramener dans l'esprit humain que nous sommes cette biodiversité, nous sommes ce vivant, nous sommes cette nature qui nous entoure. Il n'y a pas un système et l'humain à côté. Première chose importante. Donc, l'unité, elle est là. La vie, c'est de l'eau liquide, et puis de l'ARN ou de l'ADN. Et puis cette vie, elle a une propriété fantastique, elle sait se reproduire. Et ces petites cellules apparues dans l'océan au départ, il y a très longtemps, se sont divisées en 2, en 4, en 8. On appelle ça des cellules filles, entre guillemets. Hein. Mais les filles étaient la copie exacte de la maman. Plus tard, quand le sexe va apparaître dans l'océan, ça va changer les choses et permettre l'explosion de cette diversité biologique, cette biodiversité, grâce au sexe, parce que ce qui est issu d'une cellule féminine et d'une cellule masculine n'est pas la copie de l'une ou de l'autre, hein, c'est un mélange des deux. Donc, unité du vivant, c'est clair, et simplement pour vous le démontrer encore un petit peu plus, il est partout, chaque matin, dans votre lit, parce que vous y avez dormi, il y a entre 1 et 2 millions d'acariens, c'est tout, c'est comme ça. On les aime pas, c'est pas le problème, ils sont là, et ils sont là parce que vous y avez dormi. En plus, mon truc, qu'on dorme tout seul ou à deux, ça marche très bien. Donc voilà. Nous sommes dans un bain d'acariens chaque matin. Qu'est-ce qu'ils font? Ils mangent toutes les humeurs d'un lit humain après des ébats pendant la nuit. Ils retrouvent des poils, ils retrouvent des cellules de la peau qui se desquament. C'est ça, en fait. Hein. Quand vous allez nager, vous avalez des cellules, des virus, des bactéries, du plancton. Voilà, c'est ça. Donc, l'unité, elle est absolument partout. Et ça, on l'a beaucoup trop oublié. Et c'est là mon combat, il est là. Faire admettre à tous que nous sommes ce vivant. Et pour finir, je dirais que chaque humain qui est là, qui m'écoute, qui me regarde, est fait au moins à moitié de bactéries et de cellules humaines, sur la peau, dans le tube digestif, dans les trous de nez, dans les cheveux, il y en a partout. Ben voilà. Et on sait maintenant, depuis quelques années, que si le dialogue qui s'établit entre ces cellules non humaines au sein d'un corps humain et nos cellules humaines ne marche pas bien, c'est de graves désordres pathologiques. Donc voilà, l'unité, elle est là. Et le terme biodiversité, souvent, il embête un petit peu les gens parce qu'il est un peu complexe. Hein. Si vous voulez un terme assimilé parfait, le vivant, à ne pas confondre avec la nature. Hein. Le vivant, c'est la biodiversité, la partie vivante de la nature. Donc vous diriez presque qu'il convient maintenant de substituer cette notion d'unité du vivant à celle de la biodiversité, qui peut-être a été une raison de l'inertie jusqu'à présent, parce que mal comprise, et vous dites que la crise a été une occasion salutaire de renouer avec cette notion d'unité du vivant. J'aimerais bien. Je vais revenir au mot du président Macron. Le 16 mars dernier, vous vous souvenez, en fin d'après-midi, il dit à la télévision, devant tous les Français, le jour d'après ne sera en aucun cas un retour au jour d'avant. Ben voilà, j'étais en écologue, mais tellement content d'entendre ça. Quand je vois comment aujourd'hui le monde réagit, j'en suis un peu plus réservé. En tout cas, il est clair qu'on ne peut pas effectivement revenir sur quelque chose qui était là avant. Ce qu'il faut, c'est créer autre chose. Beaucoup plus d'échanges, beaucoup plus d'intelligence, de respect de l'autre, de tuer cette imprévoyance, cette cupidité qui nous anime. Et là, peut-être qu'on va réussir en utilisant, dans le bon sens du terme, la crise Covid comme un électrochoc collectif salutaire. Alors, Gilles, vous savez, cette plénière se veut porter des appels à l'action. Hein, on les entendra tout au long de cette séquence. Des appels à l'action forts, des appels à l'action concrets. Comment, pour vous, c'est encore possible de... Vous m'avez, dans le cadre de la préparation, vous m'avez parlé de cette image du pullover qui se décompose, il y a une maille qui se défait, et puis ça se déroule jusqu'à ce qu'on soit tout nu. Est-ce qu'on peut rattraper cette décomposition et qu'est-ce qui est le plus important pour vous? Vous parlez effectivement de cette posture d'humilité, mais ça veut dire quoi? Cette image du pullover, elle est de Robert Barbeau, qui a été mon maître en écologie, qui était professeur au muséum et professeur à Jussieu, à Sorbonne Université. Effectivement, il prenait cet exemple, vous prenez un beau pullover, hein, tricoté, et puis vous coupez une maille, puis vous enlevez. Alors,
Pendant longtemps, vous ne voyez rien, et puis à un moment, vous êtes tout nu. Et c'est une très jolie image. C'est ça le vivant. Ce tissu vivant, c'est une incomparable complexité. Edgar Morin nous le rappelle en permanence, bien sûr, hein, entre tous ces êtres vivants qui ne peuvent pas finalement se passer les uns des autres, qui sont en correspondance. Regardez nos amis de Tara Océan. On fait un tour du monde sur un voilier entre 2009 et 2013. On séquence des milliers de stations marines. On s'intéresse à 3 types d'organismes, des virus, des bactéries et des microalgues, qu'on appelle des protistes, hein, des grosses cellules à noyau. Quand vous les regardez, il y a infiniment plus d'entraide, de mutualisme, de commensalisme que de compétition finalement. Et quelqu'un disait il y a quelque temps, vous savez, l'entraide et la coopération amènent à la survie de tous, la compétition amène à la survie de quelques-uns. Donc c'est là que je ne dis pas qu'il n'y a pas de compétition dans la nature, il y en a aussi, mais ce n'est pas la chose la plus commune. Donc aujourd'hui, revenir effectivement à une comparaison par rapport à ce que fait le vivant. Et je pense que l'inspiration du vivant est un très joli domaine d'étude aujourd'hui pour qu'on puisse réagir dans l'état actuel de nos connaissances et de la situation. Il est clair qu'on va réagir en respectant beaucoup mieux le vivant que ce qu'on a fait jusque-là. Sans un irrespect du vivant, le petit Covid ne serait pas apparu. C'est une chimère. Hein. Il n'a pas été inventé par un laboratoire. Qu'on arrête ces fake news. On nous a raconté des tas de bêtises pendant ce confinement. C'est effroyable. Donc, par contre, ce qui est clair, c'est qu'on a créé les conditions de l'apparition de quelque chose. Ce qui ne devait pas se produire s'est produit. Et ce qui aurait dû rester confidentiel d'un petit coin de la planète a fait le tour du monde. Et là, on revient effectivement à ce problème de la dissémination de tout partout extrêmement vite. Alors évidemment, je profite de votre présence. Est-ce qu'on peut rétablir une vérité sur l'origine de ce virus ? Pour nous, elle est claire. Hein. C'est mon ami Alexandre Assanin au muséum. On séquence depuis longtemps des virus dans les grottes chinoises. C'est un virus, le coronavirus, de chauve-souris. C'est clair et pas d'autre chose. Probablement Rhinolophus affinis, une espèce qui ne vit pratiquement qu'en Chine. On a des Rhinolophus aussi en France, ça existe. Hein. Et bien ce virus, au départ, il n'a pas les caractéristiques moléculaires pour infecter les cellules humaines. Donc il s'est passé quelque chose durant l'été 2019 sur ces marchés chinois immondes qui mettent en promiscuité des animaux sauvages, domestiques, vivants. Alors on a parlé du pangolin, pourquoi pas. C'était la civette masquée il y a quelque temps. C'était le dromadaire au moment du maire. Ça a souvent été les cochons. Ça veut dire que quand on met ces animaux dans des conditions aussi déplorables que cela, il se fait des échanges. Et ce virus, c'est une chimère à partir d'un virus de chauve-souris. Et puis autre chose qui lui a permis de devenir infectieux. Et ce qui s'est passé là-bas, rapidement avec les disséminations par les 120 000 vols d'avions par jour dans le monde. Donc évidemment, des avions ont quitté Wuhan et se sont posés à Milan, se sont posés à Singapour. D'ailleurs, le pays qui s'en est le mieux sorti, c'est Taïwan, qui avait coupé son aéroport dès le lendemain. Donc vous voyez que c'est tout ça en fait. Et c'est là que l'humain, le papier que j'avais écrit pour la tribune auquel vous faites allusion, cet été s'appelle « Notre ennemi n'est pas le virus, mais nous-mêmes ». Hein, on crée les conditions par maltraitance du vivant d'un côté, on détruit la forêt tropicale, on mélange tout, on dissémine tout partout, à amener, évidemment, à l'occurrence, de genre de problèmes. Et pour répondre à votre question juste antérieure, si on ne change pas ça, on va s'en prendre un autre. Et peut-être que le prochain virus, il ne tuera pas les plus anciens et les plus faibles, mais il tuera les jeunes. Donc c'est une vraie question. On ne peut plus aujourd'hui raisonner comme on le faisait auparavant. Ça doit vraiment être ce choc dont on a besoin. Alors on va bien sûr revenir sur un tas de sujets que vous avez déjà évoqués en préambule et notamment on verra comment est-ce que cette notion de santé commune entre l'homme et la nature fait son chemin, notamment en termes de décision politique et en termes de gouvernance mondiale. On parlera de One Health tout à l'heure, vous en direz 2 mots. Sur un registre plus convivial et sympathique, vous dites aussi que pour changer, il faut entendre davantage les femmes. Gilles, vous allez m'en reparler tout à l'heure parce que vous avez des jolies choses à nous dire, nous, les femmes, et je vous en remercie par avance. Et nous avons 3 femmes exceptionnelles que nous avons invitées sur ce plateau. Et c'est avec l'une d'elles maintenant que je vous propose d'échanger. Vous connaissez bien, elle a été l'une de vos élèves, si je ne me trompe pas. Elle a fondé le mouvement citoyen On est prêt. J'appelle à me rejoindre Magali Payen. Bonjour Magali, merci beaucoup d'être avec nous. Je vous propose d'être là, on vous verra mieux à l'écran quand le plan est plus rapproché.
Alors, je ne vous présente plus, du coup. Je suppose que vous êtes ravis de retrouver Gilles, même s'il n'est pas avec nous en présence. Tout à fait, je suis ravie. Alors, avant d'échanger avec Gilles, vous avez des choses à vous dire. 2 mots sur l'action de On est prêt. D'abord, un grand bravo pour cet engagement et cette mobilisation. C'est un mouvement que vous avez créé qui pratique d'une certaine façon l'occupation médiatique pour mobiliser les citoyens, mais aussi avec eux, au profit d'actions à impact. C'est ce qu'on cherche à faire, bien évidemment. Et ce mouvement s'est fait connaître notamment sur les sujets qui sont les nôtres en 2019 à travers une campagne sur les réseaux sociaux. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ? Oui, alors en fait, le mouvement On est prêt est né en 2018. D'abord pour une grande campagne autour du climat qui a débouché sur l'affaire du siècle. Et en fait, cette première campagne est née avec des youtubeurs au tout départ. En fait, mon pari de départ, c'était de me dire qu'aujourd'hui, déjà la jeunesse ne regarde plus vraiment la télé. Aujourd'hui, la jeunesse est surtout sur les réseaux sociaux. Et en fait, les youtubeurs et les instagrammeurs, aujourd'hui, sont les nouveaux médias. C'est-à-dire qu'ils arrivent à eux seuls à toucher des centaines de milliers, voire des millions de personnes. Et ce que j'avais constaté, c'est que dans cet écosystème sur YouTube, sur Instagram, il y en avait beaucoup qui parlaient des mêmes sujets, mais à des temps différents, de manière différente, et parfois sans call to action ou avec des call to action différents. Et donc, mon pari, ça a été de me dire, si on arrive à orchestrer cette cacophonie et à faire parler tout ce monde d'une même voix, peut-être qu'on arrivera à un impact beaucoup plus grand. Donc en 2018, j'ai commencé à réunir un écosystème de créateurs vidéo. Donc je dis créateurs vidéo parce qu'ils n'aiment pas qu'on les appelle youtubeurs. Et puis avec des experts et des faiseurs, en me disant c'est super important d'aller voir les experts parce que c'est eux qui peuvent nous donner les solutions et les analyses sur ce qui est en train de se passer d'important dans le monde. Les créateurs web ont cette force de frappe et après, il faut vraiment se coordonner avec des gens sur le terrain parce qu'une fois que les spectateurs ont envie d'agir, sont mus par les émotions, eh bien, il faut leur donner des outils très concrets pour passer à l'action, passer vraiment de la vue à l'action. D'où l'importance de travailler avec des ONG et des entrepreneurs sociaux. Et en fait, donc, la première campagne, j'ai été voir au départ une quinzaine de youtubeurs. On s'est réunis en juin 2018 et on s'est dit qu'on allait viser ce moment médiatique entre le moment du rapport du GIEC en octobre et puis la COP 23. Et que lors de cet espace médiatique, on ferait une première campagne. Et ça, c'était en juin. Au terme de cette journée-là, donc ils m'ont dit, Magali, on se revoit dans un mois et tu nous dis ce qu'on porte comme call to action commun. Donc là, je me suis dit, ok, moi, je ne sais pas du tout quoi porter pour avoir réellement de l'impact et que ce ne soit pas un coup dans l'eau. C'est-à-dire qu'avec ces 15 premiers youtubeurs, on avait une force de frappe de 2 millions de personnes. Mais encore fallait-il bien l'utiliser. Donc je me suis dit, autant aller voir donc, les sachants, donc les experts du GIEC et les ONG. Et en fait, c'est en faisant cette investigation-là que j'ai rencontré Valérie Cabanès et Marie Toussaint. Oui, Valérie Cabanès qui fait un travail extraordinaire, notamment sur la question juridique voilà. du vivant. Voilà, donc c'est la première à m'avoir parlé des droits de la nature et du crime d'écocide et de la potentialité d'attaquer l'État en justice, comme ce qu'avaient fait les Pays-Bas en 2015. Et entre-temps, les youtubeurs sont devenus 30, puis 40. Il y a eu la démission de Nicolas Hulot. À la rentrée, les youtubeurs étaient devenus 60. Et donc, la première campagne s'est lancée comme ça, c'est-à-dire qu'en rencontrant Valérie Cabanès et Marie Toussaint, on a décidé de construire la campagne autour d'elle et que ce serait le point final de la première campagne On est prêt. Et donc, la première campagne On est prêt, pour ceux qui ne connaissent pas, ça a été, pendant 30 jours, un défi par jour lancé aux créateurs web et à leur communauté. Donc, ce qui a permis de toucher les communautés cumulées de ces créateurs, donc des millions de jeunes, et de manière crescendo jusqu'au dernier défi surprise qui était donc l'affaire du siècle. Entre-temps, Marie Toussaint était allée chercher 3 autres ONG, Greenpeace, Oxfam et la Fondation Nicolas Hulot. Les youtubeurs avaient été rejoints spontanément par des sportifs, des chanteurs, des acteurs, et ça a fait la pétition qu'on connaît aujourd'hui, quoi. Oui, on va parler des passerelles que vous créez avec les créateurs. Alors, comme on est, avant de retrouver Gilles et de dialoguer avec Gilles, les citoyens, c'est aussi la vigilance.
citoyenne. Je vais proposer à 3 personnes d'entre vous. Alors vous êtes sans doute des professionnels, vous avez tous un rôle, une fonction sociale, mais c'est dans votre fonction de citoyen vigilant, je vais vous proposer de venir vous installer sur scène. Vous aurez la possibilité de poser une question à chacun de nos intervenants et d'une certaine façon d'être notre garde-fou pour s'assurer qu'on ne part pas dans des débats qui ne vont pas vers de l'action concrète. C'est votre rôle de citoyen vigilant. Est-ce qu'il y a 3 volontaires? Oui, je vous en prie, venez. 1, 2, oui. 3e, allez. Bon, j'accepte 2 hommes parce qu'on est 2 femmes pour l'instant sur scène. Voilà, vous pouvez vous installer. Vous interviendrez soit à la fin de chaque séquence, soit parce qu'il y a une question qui vous brûle les lèvres et vous aurez le droit de la poser à Gilles ou à Magali et ensuite à nos citoyens, j'allais dire, à nos invités. Vous avez également, puisqu'on parlait de réseaux sociaux, la possibilité de poser vos questions. Vous allez sur le site de ProDurable, vous cliquez sur cette session plénière Homme-Nature et vous avez la possibilité d'envoyer vos questions que je vois s'afficher. Je ne vous promets pas, pour des questions de timing, de pouvoir toutes les prendre, mais si je peux prendre quelques questions très courtes, très synthétiques, je le ferai avec grand plaisir. Donc, Magali, vous l'avez dit, au-delà de ces campagnes, vous prônez la nécessité de créer des nouveaux imaginaires, des nouveaux récits, ce qui est aussi un grand talent de Gilles, des nouveaux modes de pensée, et vous mettez en relation finalement des experts avec des créateurs, avec des artistes. Qu'est-ce que vous partagez, parce que je sais que vous avez fait intervenir Gilles dans ce cadre-là, qu'est-ce que vous partagez tous les deux sur ces nouveaux imaginaires, ces nouveaux modes de pensée? Alors, Gilles, peut-être. Oh bah, écoutez, pour moi, c'était des rencontres extrêmement riches et extrêmement intéressantes. D'abord, on touchait des jeunes qui s'expriment par des moyens, Magali l'a bien dit, un peu différents des choses classiques. Hein. Moi, c'était la tête au carré, la terre au carré. Et quelques milliers de gens qui m'écoutaient, eux, ils ont des millions de followers, hein, comme on dit. Et puis surtout, je pense qu'on avait, nous, scientifiques, à amener de l'information contrôlée, hein, claire, pour tuer ces fake news. Hein. On passe notre temps à faire ça, on a des revues, The Conversation, il y en a d'autres encore. Hein. C'est vraiment notre travail. Ces jeunes ont besoin d'informations réelles. En temps réel, ça évolue en permanence, bien sûr. Hein. Et ça, ils l'ont bien compris. Et c'est extrêmement riche de discuter avec eux parce qu'ils ont une force de frappe, ils sont partout et tout le temps, ce que nous, on ne sait pas bien faire. Et moi, j'admire beaucoup, beaucoup le travail qu'ils font parce qu'ils sont extrêmement importants dans l'action qu'il faut mener au niveau global aujourd'hui. Magali ? Ouais, moi je me souviens d'une soirée avec Gilles et Antoine Cady à YouTube, où justement on avait rempli la salle de youtubeurs. Sur scène, il y avait Valérie Masson-Delmotte, donc du GIEC, Antoine Cady, et puis c'était l'anniversaire de Gilles qui était dans la salle. Et il y avait comme youtubeurs Max Bird et Enjoy Phoenix, qui à eux deux, je sais pas, ont plusieurs millions d'abonnés. Et le public était vraiment saisi par ces questions-là, c'est-à-dire qu'ils avaient envie de s'en emparer, mais ils se sentaient pas légitimes, ils se sentaient pas suffisamment solides pour en parler, ils avaient un syndrome de l'imposteur, et en fait ça a été super important de construire des passerelles de collaboration pour que les youtubeurs s'emparent véritablement de ces sujets-là, et ce qu'on a commencé à faire avec Max Bird notamment. Et donc ça, c'est vraiment un premier point. Moi, je crois vraiment à la nécessité de l'intelligence collective pour faire face aux défis qui arrivent. L'autre chose sur les nouveaux imaginaires, au Festival de Cannes 2019, avec Cyril Dion, on a lancé un appel à tous les professionnels du cinéma, producteurs, scénaristes, réalisateurs, pour sortir des dystopies et en fait imaginer des utopies lucides afin de se donner un cap commun. C'est-à-dire que c'est difficile de construire un futur meilleur si on ne commence pas par l'imaginer. Et les jeunes sont de plus en plus désabusés. Et certains jettent l'éponge. Donc à partir du moment où on entre dans une attitude foutu pour foutu, là ça commence vraiment à être dangereux, à mon sens. Donc on partage ça avec Gilles. Et on a aussi très envie de faire des vidéos avec lui.
À la caméra, enfin, face caméra. Je crois que ça se fera. Magali, dernière question. Est-ce que c'est finalement ce dialogue entre experts et citoyens qui peut faire bouger les lignes et concrètement, comment ça se passe? Quelles initiatives vous avez permis de lancer sur les territoires, localement, concrètement, tangiblement? Ouais, pour répondre à cette question, je vais faire un petit détour. Oui. Suite à l'affaire du siècle, en fait, la réponse de l'État a été de dire nous, on fait déjà ce qu'on peut et on n'arrive pas à mettre en place des mesures écologiques ambitieuses parce que quand on essaye, il y a les gilets jaunes dans la rue. Or, il y a deux France qui s'opposent, écolo et gilets jaunes. Donc, quand on a vu la réponse de Jean-Marc Ayrault, on s'est dit c'est pas possible. C'est divisé pour me régner. Et donc, en fait, au début 2019, on a entamé une grande opération de convergence qui a abouti en mars 2019 à la marche du siècle et puis dans la deuxième vidéo Affaire du siècle où il y avait des gilets jaunes et suite à ça, Cyril Dion, Mathilde Imer et les gilets citoyens qui rassemblent experts de la démocratie, gilets jaunes et puis écolos ont négocié avec le gouvernement un peu en tenaille la Convention citoyenne pour le climat. Donc la Convention citoyenne pour le climat, à la base, c'est vraiment une initiative démocratique, hein, c'est pas une initiative d'Emmanuel Macron. Et donc 150 citoyens ont été tirés au sort donc, au niveau national pour répondre à la question comment réduire d'au moins 40% les gaz à effet de serre d'ici 2030 dans un esprit de justice sociale. Et donc je parle de ça pour répondre à votre question, parce qu'en fait, ce qui s'est passé au niveau national, c'est en train d'essaimer dans d'autres pays, en Angleterre, et c'est aussi en train d'essaimer au niveau territorial. Donc là, à Grenoble, Éric Piolle a aussi lancé une initiative de ce type. Au festival de Luchon, quand il y a eu le bad buzz avec ces hélicoptères qui apportaient de la neige sur les pistes, il y a eu un commencement de mise en place de conventions citoyennes pour répondre justement à la problématique des stations de ski dans les montagnes. Et là, j'étais à Arles aussi la semaine dernière au festival Agir pour le vivant, où il y a aussi une assemblée citoyenne qui est en train d'être réfléchie pour répondre aux problématiques locales. Donc la convention citoyenne, pour moi, est quelque chose de très inspirant. Et qui peut être répliqué. Voilà. Mais j'avais juste envie de faire un petit Bien appel. sûr, non, super. Moi, oui, pardon, parce que je m'apprête à vous interrompre. Mais pour finir, est-ce que cette mobilisation citoyenne, est-ce que vous pourriez aller encore plus loin? Notamment, j'ai une question qui va dans ce sens, qui dit c'est très bien qu'il y ait des actions, c'est très bien qu'il y ait plein de choses, mais maintenant, il faut organiser la remontée collective de tout ce qui se fait. Est-ce que demain, ou aujourd'hui déjà, ça peut être votre rôle? Et puis je laisserai la possibilité à nos invités de poser une question avant de se quitter. Qu'est-ce que vous appelez la remontée collective? C'est ce qu'on appelle, alors les anglo-saxons appellent ça le bottom-up, c'est-à-dire faire remonter tout ce qui se fait sur le terrain. On a tendance en France à partir du concept, à débattre des actions et puis ensuite à faire descendre. Est-ce qu'on pourrait raisonner un peu plus en partant du terrain et faire remonter pour qu'on duplique les initiatives et qu'on aille plus vite? Oui, et ça s'adresse également au monde des entreprises. C'est-à-dire que les entreprises aussi ont leurs responsabilités. Souvent, quand on est salarié à l'intérieur d'une boîte, on se dit c'est pas moi qui vais impulser des choses de l'intérieur. Moi, je crois énormément à l'entrepreneuriat et au fait d'impulser véritablement des choses de là où on est, que ce soit sa famille, ses amis ou son emploi. Et j'imagine que vous êtes là aujourd'hui parce que vous vous intéressez à ces problématiques. Et sur la Convention citoyenne, les 150 ont aussi besoin de soutien d'entreprises. Donc ça peut tout à fait être une initiative bottom-up, c'est-à-dire que là, il va bientôt y avoir un site internet qui va montrer quelles entreprises soutiennent tout ou partie des 149 propositions des citoyens. Et si vous êtes intéressé, je vous invite grandement à apporter votre soutien en écrivant par exemple sur le LinkedIn d'On est prêt. Voilà, j'ai lancé un petit appel. Voilà, formidable, il va être entendu. Une question. L'un de vous. Allez-y, présentez-vous. Ça marche? Non. On va vous l'allumer, vous inquiétez pas, ça va arriver. Est-ce qu'on peut ouvrir le micro? Allez-y. Bonjour, oui, Voilà. C'est bon. Bonjour, donc je suis Agnès Bombardet, je travaille à la DSI, la Banque Postale, chargée de projet RSE.
Déjà, bravo pour tout ce que vous faites. Je vous ai suivi sur les réseaux, donc c'est très bien. Moi, je me pose la question, je me dis c'est très bien, ça bouge au niveau de la société civile, mais il y a quand même ce clivage société civile. Et dès que je rentre dans l'entreprise, je suis beaucoup moins un citoyen, je deviens un employé. Et du coup, les collaborateurs s'impliquent moins, je trouve. J'entends beaucoup de choses qui se font dans la société civile, mais quand ils sont dans les locaux, qui travaillent au quotidien, surtout sur la partie numérique, il y a moins d'efforts qui sont fournis. Et qu'est-ce que vous conseillez, vous, justement, pour relayer des messages aussi forts, tels que ceux qui ont été portés dans cette initiative, au niveau des entreprises ? Là, ça va être théorique parce que j'ai pas travaillé concrètement avec des entreprises. Mais vous allez le faire d'après maintenant, j'ai l'impression. Ce que j'ai eu comme information, c'est que en échangeant avec quelques patrons du CAC 40, ce qu'ils m'ont dit, et j'étais super étonnée, c'est que les blocages venaient pas des actionnaires, mais plutôt de leurs employés et du middle management. Et qu'en fait, ils n'arrivaient pas à impulser des changements en interne à cause des blocages. Donc, middle, c'est 40-50 ans, quoi. Donc, ça me semble effectivement super important d'impulser des dynamiques comme ça en entreprise. Là, je peux vous conseiller la sensibilisation, organiser des conférences, des processus de formation, pourquoi pas des opérations sur le terrain aussi. C'est aussi ce qui lie le plus les gens. Il y a Sea Shepherd qui est là. Je pense qu'il n'y a rien de mieux pour lier les gens que d'agir ensemble dans un objectif commun, quoi. Mais on aura des réponses complémentaires à vous donner pour la mobilisation d'entreprise. Merci beaucoup Magali. Merci. Merci Gilles pour cette première séquence. Et merci à vous pour votre question. Et merci pour avoir évoqué la question aussi de l'action locale et des territoires, puisque maintenant, nous allons retrouver Maude Lelièvre. Maude Lelièvre est déléguée générale des Écomères. Bienvenue Maude. Alors, Maude Lelièvre, donc, je l'ai dit, vous êtes déléguée générale des Écomères. Vous allez nous en dire un tout petit mot rapide, mais vous êtes également élue à Paris et vous avez d'autres casquettes que je mentionnerai au cours de notre entretien. Qu'est-ce qui caractérise, Maude, aujourd'hui, les territoires en termes de capacité à agir et à agir vite ? Alors les Écomères, ça va être juste 2 chiffres, 30 ans d'existence, 1800 collectivités qui sont des communes et des intercommunalités et qui essaient depuis 30 ans de transformer leur territoire. Ce qui caractérise aujourd'hui les communes pour agir vite, c'est d'abord la prise de conscience qui est grandissante de l'urgence écologique. Moi, je vais donner un exemple concret. Nous, on fait à chaque élection municipale au sein de l'association une analyse des programmes municipaux. Donc, on prend 50 villes avec, de façon hétérogène, avec des implantations différentes, des couleurs politiques électorales différentes et des tailles différentes. Et on les analyse élection après élection. En 2008, le sujet de l'environnement était un sujet qui se cantonnait souvent à l'obtention de la 3e fleur, la mise en place de nouveaux parcs, de façon très segmentée encore et de façon très classique, avec quelques questions sur l'énergie. En 2014, après l'année internationale de la biodiversité, on a vu apparaître la notion de biodiversité qui n'existait pas du tout précédemment, avec l'idée qu'il fallait préserver la biodiversité, préserver la nature, mais de façon un peu générale. Et ce n'était pas le sujet premier. Le sujet premier, c'était le climat. Il y avait eu Copenhague, il y avait cette prise de conscience sur le climat. En 2020, l'analyse des programmes montre que non seulement la question de la biodiversité est prise en compte dans tous les programmes, il y a même des sujets qui sont apparus qui n'existaient pas, par exemple la question du bien-être animal, et puis ce sujet est mis au même rang qu'un certain nombre d'autres problématiques. Et quand ça se traduit par la mise en place des délégations municipales, on voit que les sujets d'environnement, dans beaucoup de villes, quels que soient leurs résultats électoraux, elles passent dans les premiers sujets municipaux, alors qu'il y a 20 ans, c'était l'économie, l'emploi, la sécurité. Donc ça, c'est vraiment un marqueur très fort et qui rejoint celui aussi de la population, puisque la question de l'intérêt environnemental devient une question décisive de vote, élection après élection. On a entendu, je partage le point de vue de Gilles, où il y a eu beaucoup de choses qui ont été racontées pendant le Covid, pendant le confinement, après le confinement, sur l'analyse que les Français auraient voté écolo parce qu'ils avaient eu peur du Covid.
en fait, de façon contre-intuitive et prouvée par une étude très intéressante d'Aris Interactive, on montre que s'il n'y avait pas eu la crise sanitaire, il y aurait sans doute eu plus de votes écologiques, notamment chez les 25-49 ans qui ne sont pas allés voter pour la plupart parce que, pour dire les choses de façon très rapide, dans cette classe d'âge, les gens ont eu peur de contaminer leurs enfants et contaminer leurs parents. Et en fait, si on n'avait pas eu une crise sanitaire, mais peut-être une crise de nature sécuritaire, du terrorisme qui aurait empêché les gens de se déplacer, on aurait eu un vote écologiste beaucoup plus fort dans des villes avec des candidats ELV, mais aussi de façon générale en direction de maires qui s'intéressent aux questions d'environnement. Et ça, c'est important parce qu'aujourd'hui, ce qui fait voter les gens, c'est l'environnement et l'intérêt pour l'environnement à égalité avec le pouvoir d'achat et la sécurité, alors qu'aux dernières élections municipales, en 2014, la question d'environnement n'apparaissait pas dans le top 5 des sujets qui motivaient le vote. Donc ça, c'est vraiment un indicateur très important. Et si on conjugue la conscience de la population montante avec celle des élus qui sont aussi des citoyens, parce que même si on est élu local intéressé par son territoire, on suit quand même le cours de la société, de l'évolution de la société. Si on conjugue les deux, on est face à des territoires qui veulent agir, qui peuvent agir, et des citoyens qui leur demandent d'agir. Alors on verra quelles actions concrètes on met derrière, mais j'ai envie d'établir le dialogue avec Gilles maintenant, puisque votre slogan à vous, c'est humanité, biodiversité, nos vies sont liées. Donc vous rejoignez finalement la vision de Gilles, enfin j'espère pas faire trop de raccourcis quand même, sur l'unité, cette notion d'unité du vivant. Qu'est-ce que vous partagez tous les deux sur ce qui manque en termes de gouvernance, que ce soit d'ailleurs gouvernance nationale, internationale, mais locale, pour établir ou rétablir ce lien entre humanité et biodiversité. Gilles. Je vais rebondir sur un travail publié par deux jeunes femmes dans la revue The Conversation au mois d'avril, qui étaient Pauline Gondré et Camille Cornan, qui ont repris une analyse d'économistes des années 86, qui était Guten Tag Hering, où ils disaient en fait la myopie au désastre, c'est le fait que quand des événements qui peuvent se produire d'abord ont été oubliés, ils sont passés, mais plus c'est loin, plus on oublie. Et deuxièmement, comme ils sont rares, on finit par assimiler leur occurrence, leur probabilité à zéro. Et bien voilà, la myopie au désastre, c'est ça. Et je pense que les citoyens ont vraiment aussi, sont dans un système de myopie au désastre. D'autant plus que leurs dirigeants, les preneurs de décision, ont la même chose. Juste pour clore là-dessus, on peut discuter sur ce qui a été fait, bien, pas bien. Il y a forcément des pays qui s'en sont mieux sortis que d'autres, puisqu'il y en a qui ont infiniment moins de morts que d'autres. Ça, on peut le discuter. Mais ce qui est clair, c'est que, où là, moi, je me suis mis à respecter, c'est quand on m'a dit on ne savait pas. C'est totalement faux. Depuis 2003, la recrudescence ces pandémies, ces maladies qu'on appelle des zoonoses, un pathogène, un virus, une bactérie qui passe de l'animal à l'humain, on en a de plus en plus. Ça va bien en relation avec l'effondrement du vivant et la maltraitance de la biodiversité. Bien sûr que ça allait arriver. Relisez simplement le rapport du Comité français national d'éthique de 2009. Il raconte exactement ce qui va se passer. Donc voilà, alors après, le citoyen, là-dedans, comment il fait? Et je vous rappelle, moi j'ai beaucoup aimé au moment des Gilets jaunes cette maxime qui est sortie, qu'avait repris Jean Covici, où il disait en fait, d'un côté c'est la fin du monde, effondrement du vivant et changement climatique accéléré, de l'autre c'est la fin du mois. Et je comprends ces gens-là. La fin du mois, elle revient tous les mois. On ne peut pas être myope. Ça, on ne peut pas l'oublier. Ça veut dire qu'aujourd'hui, comment est-ce qu'aujourd'hui on est capable collectivement de remettre ça au centre? Et j'écoutais Magali tout à l'heure, c'est très très important qu'on estime que ces questions d'environnement ne sont pas secondaires. Combien d'hommes politiques m'ont dit, Gilles, tu as raison, tu nous convaincs, on t'aime bien, tu as raison. Mais on verra ça plus tard. Eh bien, c'est plus possible. On ne peut pas aujourd'hui remettre ça à plus tard. Et là, on est tout à fait en face, bien sûr, avec Maud là-dessus. Maud, vous êtes également vice-présidente du comité français de l'IUCN, donc Union internationale pour la conservation de la nature, dont le congrès qui devait se tenir en 2020 à Marseille a été reporté en janvier 2021. Quand on parle de gouvernance et de ce grand écart finalement entre gouvernance mondiale et gouvernance locale, qu'est-ce qu'on peut en attendre pour que là aussi les décisions descendent et que ce qui se passe au niveau local remonte? Alors peut-être pour repréciser pour nos éditeurs, l'UICN, c'est l'Union internationale de conservation de la nature, c'est une sorte de GIEC
de la biodiversité, pour faire assez rapide, où vous avez les meilleurs experts mondiaux partout dans le monde qui réfléchissent, qui produisent des rapports, qui interviennent aussi. Il y a beaucoup les associations de terrain en sont membres et qui produisent ce que vous devez connaître, qui sont ces fameuses listes rouges des espèces menacées. Quand on vous dit qu'il ne faut pas manger de thon, de saumon, etc., ce sont les listes rouges. Et l'UICN plaide notamment pour que, ce en quoi les élus locaux peuvent les rejoindre, qu'on développe un certain nombre de solutions fondées sur la nature, qu'on prenne des décisions assez rapide en associant les populations. Moi, j'aimerais rebondir sur un propos qu'a tenu Gilles. Je pense qu'il est important de se préoccuper de l'adhésion de la population. Et nous, dans nos items, dans ceux qu'on porte dans les recettes qu'on donne aux élus locaux pour préserver la biodiversité, c'est de prendre en compte le bien-être de la population. Parce qu'on n'obtient rien si on n'obtient pas l'adhésion locale. Et c'est vrai chez nous, en France, aujourd'hui, pour imposer des mesures qui parfois peuvent être contraignantes. Et c'est vrai aussi à l'étranger. Quand on veut parfois être interventionniste en disant on va faire des zones de protection, on exclut l'homme ou l'être humain, non, c'est pas la bonne solution. C'est qu'il faut trouver les conditions de la coexistence à long terme. Notre association intervient en Guinée, au Sénégal, sur la préservation des chimpanzés. La solution, c'est pas de faire, comme dans certains pays, monter des clôtures et faire des lieux où on met la population à l'extérieur pour être sûr qu'elle ne mange pas la viande de brousse, les chimpanzés. Ce qu'il faut faire, c'est les aider à développer une économie locale, à changer l'alimentation, à faire de l'éducation, à former les garçons et les jeunes filles. On y tient à devenir garde de l'environnement et garde de protection de ces zones-là. Si on ne fait pas ça, à un moment donné, quand ça bascule, quand les gens ne voyagent plus, quand il n'y a plus de touristes, quand la pression économique est trop forte, quand il y a des catastrophes, quand il y a la famine, évidemment, tout s'effondre. Et donc, cette association, l'idée qu'il faut, en France, faire du transgénérationnel, moi, je salue vraiment le travail des youtubeurs qu'on avait rencontrés tout au début et qu'on a fait intervenir tout au début aux Assises nationales de la biodiversité parce que c'était vraiment une belle expérience et c'était important. C'est ce qu'on fait nous aussi en développant des missions de jeunes ambassadeurs pour l'environnement, des jeunes qui s'investissent dans les territoires, dans les communes. Et quand on sensibilise les jeunes et qu'on leur propose de l'action de terrain, on voit qu'ils répondent, qu'ils ne sont pas du tout tournés vers une action égoïste, centrée sur eux-mêmes et sur les loisirs. Au contraire, ils sont investis. Nous, on a des expériences magnifiques à Mayotte ou en Guyane, où pourtant la population n'a pas les meilleures conditions de vie. Et on a des jeunes sur le terrain qui bénévolement vont préserver leur environnement et essayer de convaincre les plus âgés, les adultes, qu'il est nécessaire de préserver ce patrimoine local. Donc là, finalement, vous parlez de coopération internationale. C'est un énorme enjeu, notamment dans le cadre des objectifs de développement durable. D'un point de vue domestique, sur le territoire, quel travail faites-vous avec les maires ? Quels exemples d'actions concrètes qui marchent ? Alors nous, on a je ne sais pas si c'est une recette magique, mais on a une recette à 8 ingrédients et on essaie de les déployer sur les territoires. Et c'est ce qu'on va faire poursuivre avec certains et développer pour le prochain mandat. Il faut renforcer la connaissance. On préserve que ce qu'on connaît. Moi, je salue, vous aurez comme intervenant Antoine Cadiz, c'est un des inventeurs des atlas de la biodiversité dans les communes. Quand même une idée il y a 10 ans, qui continue à prospérer, pas suffisamment vite parce qu'on manque toujours de moyens, mais on préserve ce qu'on connaît. 2, il faut je l'ai indiqué, s'associer à la coopération de la population. 3, des solutions fondées sur la nature, c'est-à-dire qu'avant d'inventer des choses, il faut déjà voir ce que faisait la nature. On peut réouvrir un bras de fleuve, ça s'est fait à Blois. Enfin, il faut déjà repenser et revenir à la source. 4, il faut lutter contre l'artificialisation, voire renverser l'artificialisation. On a pendant des années envoyé les enfants jouer dans des cours bétonnés qui deviennent des puits de chaleur. Aujourd'hui, on s'aperçoit qu'il est possible de débétonner ces cours. Alors, ça coûte cher, mais c'est quand même un objectif pour la ville à long terme. Il faut gérer la ressource en eau, ça c'est un sujet important. Évidemment, les nitrites, les problématiques en Normandie, en Bretagne, on les connaît, mais c'est partout sur le territoire français. Nous, on tient aussi au développement des trams. Et en tant que citoyen, vous pouvez, ou professionnel, vous pouvez agir. Les trams, c'est les continuités. Alors la trame bleue, vous la connaissez, c'est l'eau. La trame verte, c'est la nature, les fleurs, ça aussi. Vous pouvez la faire aussi chez vous, sur votre balcon, dans votre jardin. La trame brune, c'est celle qui permet la continuité en terre. La trame blanche, c'est celle qui évite le numérique. Et puis la trame noire, c'est celle qui vous conduit à éteindre. Donc éteindre ce qui demandait ce que pouvaient faire les entreprises, déjà éteindre toutes les entreprises la nuit, ça serait déjà un progrès assez intéressant. Éviter d'inventer
des satellites chinois qui tournent autour de la Terre pour décider demain de projeter des publicités dans le ciel étoilé, ça pourrait être pas mal non plus. Et puis, chez soi, pousser son maire, s'il ne le fait pas déjà, à éteindre les lumières, parce que ça ne crée pas plus d'insécurité, ça permet juste à la biodiversité de mieux vivre. Et puis enfin, mieux gérer son jardin et les espaces publics avec moins de pesticides. Il y a des recettes qui marchent, c'est des expériences qui, depuis 20 ans, dans certains territoires, fonctionnent. Il faut juste les déployer à plus grande échelle. Et pour ça, on a besoin d'une coopération entreprises, parce qu'elles sont des acteurs importants du territoire, maires évidemment et collectivités parce qu'elles doivent donner l'impulsion, et citoyens parce que sur la plupart de ces solutions, on a bien besoin d'une coopération citoyens et collectivités. Et là aussi, faire remonter les bonnes pratiques qui fonctionnent pour mieux les partager. Une question, messieurs. Bonjour, je suis Arnaud Domergue, je suis fondateur de l'agence Grain Blanc qui accompagne les entreprises en transition justement vers un modèle plus vertueux. La question que j'ai préparée vient tout à fait à la suite de votre conclusion, parce qu'aujourd'hui, les maires sont d'un côté les élus préférés des Français, d'un autre côté, les citoyens se détournent de plus en plus de la politique. Est-ce que les maires, justement, n'ont pas un rôle à jouer dans la transition écologique pour reconnecter l'action publique et les attentes des citoyens qu'on a vu avec On est prêt, qu'on voit avec plein d'autres mouvements, qu'on voit avec les gens qui sont là dans l'assistance aussi. Je pense que vous avez un rôle à jouer. Quel est votre avis là-dessus? Est-ce que les maires peuvent prendre un peu plus de parole dans l'espace public sur ce sujet? Alors, plus de présence des maires. En quelques mots, votre vision là-dessus? Je ne sais pas si c'est plus de présence des maires, mais en tout cas, je pense que poursuivre les expériences de coopération et de participation, c'est utile. Il y a des exemples très concrets qui ne sont pas du tout anecdotiques. Quand on commence à confier des pieds d'arbre ou des espaces à une association locale, quel que soit le quartier. Moi, j'ai des exemples très réussis, par exemple à Pantin, en Seine-Saint-Denis, dans un quartier HLM, la population, 10 ans après, elle continue à prendre soin de l'espace. Donc, il faut retisser ce lien à travers de la participation nature et puis et intervention publique. Et après, de l'autre côté, c'est ce qu'on a démontré avec la conférence citoyenne, avec la convention citoyenne, c'est ce qu'on voit à chaque fois. L'association, ça permet d'aller plus vite. Donc il faut permettre et ouvrir de nouveaux champs de participation. Moi, je suis élue dans le 9e, on va créer un conseil consultatif de la population sur les questions écologiques pour lui demander de participer et d'évaluer les projets sur lesquels on travaille. Et je pense que ce type d'initiative, sous différentes formes, il faut que ça existe partout, parce que ça permet justement de lever les obstacles et d'éviter de façon un peu traditionnelle et très ancienne l'opposition économie-écologie, sociale, environnementale. Merci beaucoup pour cette réponse, Maude. Merci pour votre intervention. Merci pour votre question. Je vais rebondir sur ce que vous venez de dire, couplage économie-écologie. Je vous remercie infiniment. On va accueillir notre prochain invité. C'est une question qui est au cœur, remplacement, désinfection du micro. C'est une question qui est au cœur des travaux de notre invité, que je vais appeler maintenant, qu'on ne présente plus, Gaël Giraud, qui va venir prendre place à côté de moi. Bienvenue, Gaël. Allez-y, je vous en prie. Alors Gaël, j'ai dit que je ne vous présentais plus, mais je vais quand même laisser à Gilles le soin de le faire parce qu'il a une façon particulière de vous présenter. Si on peut retrouver Gilles maintenant. Oui, je suis toujours là. Gaël, bonjour. Bonjour. Bonjour Gilles. Ravi de vous retrouver. Gaël Giraud, moi j'ai découvert il y a quelques années. On avait des amis communs qui s'occupaient d'économie. Et c'est vrai qu'il a fait partie d'une cohorte d'économistes qui ont changé un peu leur vision classique. Vous savez, on partait sur le prix Nobel d'économie, qu'on mettait sur le même niveau que les autres prix Nobel, ça n'a rien à voir du tout. Ce n'est pas un prix Nobel qui est vraiment censuré dans le vrai sens scientifique du terme, c'est autre chose. On a eu des prix Nobel d'économie qui trouvaient récemment que le changement climatique était une très bonne chose pour le climat de la planète. Gaël, ce n'est pas du tout ça. Donc je l'aime et j'admire beaucoup depuis qu'on s'est rencontrés. C'est quelqu'un qui est spécialiste en économie mathématique et qui a été capable, effectivement, dans un monde pas si simple que ça, il est quand même le chef de tout le service économique de l'Agence française pour le développement, ce n'est pas une mince affaire. Tu dois avoir avec toi, Gaël, plus de 50 économistes avec toi. Et il fait partie de ces gens-là aujourd'hui qui sont en train de changer les choses. Et par exemple, il fait rebondir sur 2 documents qu'on a tous lus et étudiés. C'était d'abord le rapport Meadows, où effectivement on disait que cette croissance qu'on appelle tout le temps de nos voeux, est-ce que c'est indispensable ?
Et je voyais encore des grands chefs d'entreprise français du CAC 40 qui me disaient récemment, sans croissance telle qu'ils la voyaient eux, pas d'emploi. C'est pas vrai du tout. Et puis le travail qu'on connaît bien, notre ami à Sciences Po, Rist, qui écrit ce petit livre il y a maintenant 3 ans, La tragédie de la croissance. Voilà. Donc c'est pour ça que nous, écologues, moi c'est mon métier, on a vraiment besoin avec nous de gens comme ça. Et c'est très important qu'on puisse dialoguer, échanger. Et je pense qu'un effort commun transversal est très important. D'ailleurs, je pense que s'il y avait eu un économiste dans le conseil scientifique du président Macron pour les questions liées au confinement, on n'aurait pas travaillé de la même façon. Belle introduction. Je peux rebondir quand même. Merci beaucoup Gilles pour tes paroles. Quelques précisions pour tout le monde. Je ne suis plus à l'AFD, j'y ai été 5 ans. J'étais donc le chef économiste de l'Agence française de développement, qui est une banque publique rattachée au gouvernement qui finance des projets de développement dans les pays du Sud. J'ai fini par en démissionner pour pouvoir faire autre chose, retourner au CNRS notamment, faire de la recherche. Et je ne peux que souscrire à ce que tu viens de dire, Gilles, hein, c'est-à-dire malheureusement, beaucoup de mes collègues économistes vivent dans un monde qu'on pourrait qualifier d'autiste, dans lequel ils pensent qu'ils n'ont pas besoin d'aller discuter avec les écologues, les biologistes, les physiciens, les thermodynamiciens en particulier, pour comprendre ce qui se passe. Et ça donne des bêtises comme celle que raconte, je vais le nommer quand même, William Nordhaus, qui a eu le prix Nobel il y a 2 ans, qui dit avec plus 6 degrés d'augmentation de la température moyenne à la surface de la planète à la fin du siècle, nous n'avons que moins 10% du PIB réel au niveau mondial. Et ça, c'est ce qu'on va avoir en France, avec 2 mois de confinement, c'est tout. Ouais. Voilà, donc Nordhaus raconte évidemment des bêtises. Yael Giraud, nous avons évoqué le congrès de Marseille. Alors j'ai vu que vous aviez tweeté, je crois que c'est hier ou avant-hier, votre vœu que ce congrès soit l'équivalent de la COP 21 pour le climat. Et vous en avez profité aussi pour relayer l'appel du pape François à réparer la Terre. Mais cette réparation, elle réside surtout pour vous dans le couplage économie, des modèles économiques et écologiques. Est-ce que vous pouvez synthétiser votre vision ? Oui, je peux en dire un mot. Alors évidemment, ces couplages-là ne suffisent pas du tout pour réparer la Terre, soyons bien conscients de ça. Mais en tout cas, ça me paraît indispensable. Pourquoi ? Parce que les travaux du GIEC, que la plupart d'entre vous connaissent, sont construits, et à juste titre, ce n'est pas une critique que vous avez du GIEC, mais sont construits en postulant une trajectoire d'émissions de CO2, les fameux RCP dont vous avez entendu parler, RCP 8.5, 2.6, etc. Et en disant, si la trajectoire d'émissions de CO2 au niveau planétaire suit cette courbe-là, alors voilà quelle sera la température, la pluviométrie et l'âge du capitaine. Or, si on veut mettre en œuvre une transition écologique, il faut pouvoir endogénéiser la courbe d'émissions de CO2 et dire, par exemple, si on mettait en place au niveau mondial une taxe carbone à 300 € la tonne en 2030, comme le préconise la commission Stern-Stiglitz, à laquelle j'ai participé, qu'est-ce qui se passerait ? Quelle serait la réduction des émissions de CO2 qui s'en suivrait, mais aussi éventuellement une transformation radicale de notre système productif, etc. Et donc, il faut endogénéiser la courbe d'émissions de CO2. Mais pour ça, il faut pouvoir coupler et faire dialoguer des modèles climatiques et puis les modèles que les écologues comme Gilles peuvent construire avec les modèles des économistes. Et c'est là que la difficulté survient parce que l'épistémologie de ces différentes communautés scientifiques est complètement différente. La majorité de mes camarades économistes, brillants, il n'y a pas de doute, travaillent dans un monde complètement statique, où il n'y a pas de monnaie, où il n'y a pas d'énergie, il n'y a pas de matière. Les 2 premières lois de la thermodynamique sont violées allègrement tous les jours. Alors vous ne pouvez pas coupler de tels modèles, complètement fantaisistes en vérité, avec des modèles scientifiques rigoureux, qui sont tous, pour ceux qui voient ce que ça veut dire, des systèmes dynamiques. Donc le temps passe, l'entropie augmente, des systèmes dynamiques non linéaires, c'est-à-dire que demain n'est pas juste la reproduction homothétique d'hier, des systèmes dynamiques dans lesquels il y a de la complexité et de l'émergence, des boucles de rétroaction en permanence entre des tas de systèmes différents. Bon, tout ça est complètement absent de 99,9% des modèles des économistes. Donc il faut réécrire ces modèles et apprendre à les coupler avec des modèles de climat et des modèles des écologues. Là où c'est le plus compliqué, à mon avis, c'est justement le travail de dialogue avec quelqu'un comme Gilles sur la biodiversité, parce que certainement la biodive, c'est ce que les économistes ont le plus de mal à appréhender. Oui. Comment est-ce que vous la quantifiez ? Il suffit. Alors, c'est bien de mesurer, par exemple, qu'il y a 3 milliards 500 millions d'oiseaux qui ont disparu du ciel américain depuis 30 ans. Ça, c'est un de mes collègues, Peter Mara, qui a montré ça. C'est très important, mais ça ne permet pas aux économistes d'appréhender, disons, une grandeur macroéconomique de la perte de biodiversité. Alors, une autre manière de faire, qui est plus, disons, dans l'état d'esprit des thermodynamiciens, c'est ce qu'on appelle l'appropriation humaine de la production primaire d'énergie grâce au soleil. En fait, on reçoit l'énergie du soleil, c'est notre source d'énergie principale. Et puis la planète, et Gilles sait ça mieux que moi, produit de la biomasse.
Mais nous, par exemple, à travers l'artificialisation des sols, dont on parlait il y a un instant, quand vous bétonnez, vous mettez une dalle de parking, par exemple, vous empêchez le sol de produire la biomasse grâce à l'énergie du soleil. Et donc ça, c'est l'être humain qui s'approprie une partie de l'énergie qui nous est donnée gratuitement par le soleil à différentes fins. Alors, on peut essayer de mesurer, par exemple, la perte d'énergie et donc de biomasse et donc de biodiversité provoquée par l'activité humaine et essayer d'y remédier avec, disons, un point de vue de macroéconomiste. Et valoriser les services rendus par la nature, en fait. C'est ça bien sûr, dont elle il est est valorisée. question. Alors là-dedans, il y a un sous-sujet qui est, faut-il vraiment essayer de donner un prix au tigre du Bengale? Moi, je pense que pas du tout, parce que son prix est infini. Et donc, c'est certainement pas en donnant un prix à la nature qui revient à dire que tout est substituable. Donc le tigre du Bengale serait substituable avec l'ours polaire. Il ne faut surtout pas entrer là-dedans, à mon avis, parce que vous voyez bien que la suite, c'est que nos vies humaines sont substituables. Et il y a des économistes français, y compris auréolés du prix Nobel, qui vous expliquent qu'après tout, si des financiers spéculent sur les actifs financiers, sur vos contrats d'assurance vie, c'est la vie, c'est un marché, il y a une offre, une demande, etc. Et ça revient à donner un prix à votre vie. Oui, mais pour autant, on avance actuellement sur des expérimentations de triple comptabilité, par exemple dans le capital des entreprises, capital naturel, capital financier et capital humain. Donc on est quand même en train de s'approcher de ça. Ça, c'est excellent. Ça, c'est les comptables, notamment Jacques Richard en France et Alexandre Rambaud, qui font un travail absolument magnifique, mais qui ne sont pas tellement écoutés des économistes. Il faudrait qu'ils le soient davantage. D'accord. Très bien, bon, je retiens alors. Qu'est-ce qui bloque, Gaëlle, à part effectivement ce fait qu'il manque encore là aussi des liens, le concept de globalisation et de la concurrence à la dent dure, est-ce qu'on va s'en sortir pour inventer autre chose? Et deuxième question, on est à un moment où on est en train de débloquer, en tout cas on annonce que l'on débloque au niveau gouvernemental des dizaines de milliards d'euros pour l'écologie et pour le vivant. Comment et qui va être le garant du fléchage de ces financements pour la biodiversité? Énorme question, heureusement qu'on a 3 jours pour en parler. Sur la première, je vais aller très vite et ça m'intéresserait d'avoir le point de vue de Gilles là-dessus. Moi, je dirais qu'il y a un problème de fond qui est anthropologique. C'est qu'en gros, pour dire les choses très rapidement, et c'est un peu Philippe Descola qui dit ça, au XVIe, XVIIe siècle en Europe, nous nous sommes convaincus que l'homme de Vitruve de Léonard de Vinci dit la vérité de l'humanité. Vous voyez cet homme qui a les bras écartés avec le triangle, le cercle, etc. C'est un homme blanc, il n'y a pas de femme, l'altérité féminine est absente. Il est adulte, en bonne santé, il n'y a pas d'enfants, il n'y a pas de personnes âgées, et la nature est absente. Donc c'est un homme qui est dans la solitude métaphysique totale. De quoi est-il armé? D'un triangle et d'un cercle, donc de la puissance de la géométrie. Et c'est lui qui accomplit cette espèce de fantasme qui est la domination de la nature par la science. Alors que la science n'est pas là pour dominer la nature, mais pour nous aider à dialoguer avec elle. Je ne sais pas ce qu'en pense Gilles, mais voilà. Totalement d'accord, bien sûr. Bon. Et donc la question, c'est comment aujourd'hui on arrive à traverser cette anthropologie qui malheureusement nous habite et qui nous fait comprendre qu'il y a un lien profond entre la maltraitance des femmes. Il y a quand même 1 femme sur 10 qui se fait violer en France. Tous les 3 jours, il y a 1 femme qui se fait tuer par son conjoint en France. La maltraitance des femmes, la maltraitance de la nature, des enfants, tout ça, il y a un lien très profond. Alors c'est ce que Jacques Derrida appelait le carno-phallogocentrisme. Vous savez, ce philosophe français qui est mort il y a quelques années. Carnot, la viande, quand je mange de la viande, alors moi je suis végétarien, mais quand les non-végétariens continuent de manger de la viande, ils se signifient à eux-mêmes qu'ils sont tout en haut de la pyramide trophique des prédateurs. Carnot, phallogo, la maltraitance des femmes, on vient d'en parler, et logocentrisme, c'est-à-dire cette imagination des Européens qui croient que le logos grec, la rationalité grecque, est vraiment universelle et leur donne une supériorité de droit sur toutes les autres populations humaines. Alors que les autochtones d'Amazonie au Brésil ont beaucoup de choses à nous apprendre, beaucoup de sagesse à nous apprendre. Bon, moi je crois que c'est ça, là il y a un problème de fond, c'est cette anthropologie-là qu'il faut réussir à traverser pour nous renouer peut-être avec un autre type d'anthropologie, l'anthropologie relationnelle, où je prends conscience, moi comme personne, que je ne suis vivant que grâce à vous, grâce à la relation que j'ai avec vous, hommes, femmes, vieux, jeunes, européens, non-européens, avec la nature, etc. Vous voyez, il y a cette... voilà. Et que l'humanité, c'est un nœud de relation, et qu'en dehors de ce nœud de relation, il n'y a pas d'humanité possible. Bon, ça, c'est à inventer. Mais il y a un deuxième aspect, je vais être très rapide, je vous en prie. qui est plus économique, parce que j'ai été un tout petit peu surpris d'entendre tout à l'heure quelqu'un qui disait, il y a des patrons d'entreprise qui lui disent, c'est pas mes actionnaires qui bloquent. Je pense qu'il y a quand même un vrai problème de blocage disons, de nos entreprises qui sont capturées par l'exigence de rendement sur action d'un certain nombre de leurs actionnaires, et en particulier des fonds communs de placement,
qui s'intéressent assez peu en moyenne à la vérité du business des entreprises, mais qui demandent simplement du 10% de rendement sur action par an, dans un monde où il n'y a plus de croissance. Ce n'est pas une apologie pour la croissance, mais dans un monde où il n'y a plus de croissance, ça oblige les entreprises, en fait, pour être très honnête, à flinguer leur business, à renoncer à des investissements de long terme, en particulier des investissements verts, pour simplement pouvoir promettre des rendements exorbitants, absolument sans fondement économique à leurs actionnaires. Là, il y a une vraie difficulté. Il y a une deuxième difficulté qui est le monde bancaire, parce que si vous voulez financer la reconstruction écologique, et là-dessus, je réponds à votre question sur le plan de relance. Le plan de relance est très, très largement insuffisant. En vérité, il va y avoir 60 milliards d'argent français, 40 milliards qui viennent de l'Union européenne, qu'on va devoir rembourser beaucoup plus tôt que si on l'avait emprunté sur les marchés financiers. Ces 60 milliards, il y a une partie de cet argent qui était déjà de toutes les manières prévue. Oui, ça c'est toujours le problème des annonces. Hein, voilà. Donc les 4 milliards, par exemple, les 4 milliards sur le train, en fait, l'État dépense 4 milliards tous les ans sur le train. Donc ce n'est pas de l'argent nouveau. C'est pas, alors, on maquille en plan de relance quelque chose qui, à mon avis, en réalité, est un programme d'austérité budgétaire. Ce qui n'est pas très tolérable. Hein. Ce qui n'est pas acceptable du tout, à mon avis, puisqu'on est en train juste de reconduire le monde d'hier, en faisant semblant de laisser naître le monde de demain. Voilà, donc il n'est pas du tout à l'échelle. Et ensuite, il n'y a aucune éco-conditionnalité, comme vous le savez, notamment dans les subventions qui ont été accordées à un certain nombre de secteurs qu'en fait, on devrait abandonner, ou en tout cas réduire à la part congrue, à savoir l'aéronautique et la voiture thermique. Qu'est-ce qui bloque fondamentalement, à mon avis, c'est le secteur bancaire. Je n'ai pas de dents spéciales contre les banques, mais le secteur bancaire, pourquoi ? Parce que nos banques, les grandes banques, qui ont financé la révolution industrielle et la consommation de masse liée au pétrole en 1945, à partir de 1945 en Europe, elles ont dans leur bilan des actifs qui sont le reflet de ce qu'elles ont financé dans le passé, qui sont le legs du passé, dont elles héritent. Bon. Et donc, elles ont des centaines de milliards dans leur bilan d'actifs dont la valeur sera nulle si vraiment demain matin on décide, par exemple, que le charbon est un actif échoué, un stranded asset en anglais, c'est-à-dire ne vaut plus rien parce que plus personne n'a le droit de brûler du charbon. Et donc, les banques le savent très bien. Elles savent que si on faisait sérieusement la reconstruction écologique demain matin, la plupart d'entre elles seraient en faillite. Alors, quelqu'un l'a dit explicitement, ça, parce qu'on ne l'entend pas beaucoup. C'est Mark Carney, le gouverneur de la Banque centrale d'Angleterre, qui est un Canadien, en 2015, juste avant la COP21, juste après la publication de l'encyclique Laudato Si, dans une conférence qui est devenue très célèbre dans le milieu financier, qui s'appelle La tragédie des horizons, qu'il a tenue devant la Lloyd donc en septembre 2015, où il a dit en fait il y a 3 types de risques associés au dérèglement écologique qui menacent la stabilité financière. La destruction des actifs, donc ça par exemple c'est la montée des eaux qui détruit un certain nombre d'usines ou d'hôtels et de spas de luxe qui sont sur les littoraux. Bon. Et ça c'est un énorme problème pour les assureurs, qui perdent des centaines de millions pour l'instant, bientôt des milliards, à cause des actifs qu'ils sont censés assurer, qui sont détruits par le réchauffement climatique. Deuxième grand risque, et c'est ça qui nous intéresse, ce que Mark Carney, avec une espèce d'euphémisme, a appelé le risque de transition, c'est-à-dire le fait que si on va trop vite vers un monde très vert, ben nos banques sont en faillite. Voilà. Et puis le troisième risque, c'est le risque juridique, on en a parlé tout à l'heure, c'est l'affaire du siècle, c'est-à-dire le fait qu'un certain nombre de citoyens se coalisent pour porter plainte contre les décideurs, aussi bien privés que publics, qui ne tiennent pas leurs engagements, en particulier l'accord de Paris. Et donc, si les banques elles-mêmes savent que si on était sérieux au niveau de la transition écologique, elles seraient en faillite, en fait, d'abord, elles ne peuvent pas le dire, donc elles font du greenwashing, et ensuite, dès que quelqu'un a vraiment envie de le faire, elles vont le voir, elles lui disent « Bon, mais tu es gentil, mais paye peut-être tes dettes d'abord, puis on rediscutera ensuite. » Vous voyez ? Merci. Bon, sur cette question, c'est tellement vrai ce que vous dites, et notamment concernant les actionnaires, qu'il a fallu créer à travers la loi Pacte un nouveau statut qui permette d'engager pleinement les actionnaires et de les engager jusqu'à ce type de décision concernant, par exemple, la distribution des dividendes. On va prendre une question, et ce sera vous, du coup. Gilles, une réaction par rapport à ce que vient de nous dire Gaël. Vous imaginez, je me régale. Et je me rappelle mes conversations avec un ami commun qui s'appelait Jacques Weber, qui est parti lui aussi il y a quelque temps. Moi, j'avais 2 maîtres en écologie, Robert Barbon en économie, je ne connaissais pas encore Gaël, c'était Jacques, qui disait que tant qu'on aura un système actuel qui consiste à faire du profit, hein, on vient de le dire en permanence, à gagner de l'argent, on parle de ces banques, en détruisant la nature ou en la surexploitant, eh bien, c'est pas possible. Et vous savez, quand on me dit, moi, on va dans un mur, c'est bien pire que ça pour un écologue. Si c'était un mur, on le verrait. Et quelque part, l'humain, même le plus fou, il appuierait sur le frein, il pilerait sur place. C'est une espèce de marécage infâme. J'aime bien les marécages, il y a des belles choses dedans. Mais une espèce de bourbier dans lequel on va mettre une jambe, l'autre jambe, on les a déjà mises. Un bras, le bras et un jour la tête. Et ça revient à ma myopie du désastre de tout à l'heure. On ne le voit pas.
Gaël, quand il le dit, c'est tellement vrai ce qu'il dit là. Meadows avait dit la même chose. Moi, j'ai relu le rapport Meadows. Je suis ébloui d'admiration. D'ailleurs, c'est Madame Meadows qui a beaucoup travaillé pour que ce rapport soit sorti, ou le travail de RIST, ou ce qu'a fait Gaël récemment, c'est comment est-ce qu'aujourd'hui, dans cette économie-là, sans tenir compte des réalités de la nature, on peut continuer à avancer. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup, tout à l'heure, quand on parlait de solutions basées sur la nature, elle a beaucoup à nous apprendre aussi en matière d'économie. Merci Gilles. Une question courte parce que le temps passe très vite. Alors c'est difficile, merci beaucoup en tout cas pour cet éclairage. Donc moi je m'appelle Quentin Mathéus, je travaille au Low-Tech Lab, une association qui est basée à Concarneau et qui promeut d'autres systèmes et d'autres modèles qui sont plus low-tech que high-tech. Ma question c'est, je vais essayer de rebondir sur les deux, c'est effectivement sur... Je vous rejoins Gaël sur le fait qu'il y a un problème anthropologique. Nous, c'est ce qu'on constate aussi dans ce qu'on arrive à véhiculer comme imaginaire désirable, souhaitable, autre que de devenir le plus riche de la planète, autre que de battre ma femme, enfin bon voilà, ou d'exploiter la terre d'autres. Et donc oui, il y a un sujet anthropologique. Finalement, là, on est à ProDurable. Donc on parle du rôle des entreprises, a priori. Et moi, je suis assez surpris quand même de voir cohabiter encore beaucoup de discours dissonants, différents. Il y a des choses qui sont, je trouve, très proches du greenwashing, d'autres très engagées peut-être. Et par exemple, sur le rôle de la nature, comment est-ce qu'on peut s'en inspirer, comment est-ce qu'on peut faire différemment, j'ai l'impression que pour beaucoup, ça va être une nouvelle façon de produire de façon industrielle, d'exploiter d'autres espèces vivantes. Comment est-ce qu'on peut vraiment infléchir et quels sont les leviers, je ne sais pas moi, politiques, philosophiques? Alors politique, est-ce qu'il y a un levier politique dont on peut parler qui apparaît de façon évidente? Oui, moi je dirais que ce qui s'est passé avec la Convention citoyenne pour le climat montre que les citoyens, quand ils se mettent ensemble et qu'ils travaillent ensemble, produisent des choses qui sont extraordinaires. C'est un exploit démocratique, à mon avis, et qui vont beaucoup plus loin que tout ce que nos hauts fonctionnaires sont capables de faire. Donc il faut prolonger des initiatives du type Convention citoyenne pour le climat et obliger nos politiques, de quelque bord qu'ils soient, à mettre en cohérence leurs paroles avec ce qu'ils font, ce qu'ils décident vraiment, parce qu'aujourd'hui, ça ne vous échappe pas, tout le monde se prétend écologiste, ça ne veut pas dire que tout le monde met en œuvre une politique écologiste, c'est le moins qu'on puisse dire. Et donc là, interpeller ces gouvernements-là, nos gouvernements, y compris par la voie juridique, l'affaire du siècle, pour les obliger à mettre en cohérence leurs paroles et leurs actes. Merci beaucoup Gaël, merci d'avoir été avec nous, merci Gilles, merci pour votre question. Je vais maintenant accueillir Antoine Cady, directeur recherche et innovation de CDC Biodiversité. Voilà Antoine, merci beaucoup de nous rejoindre. Alors, comme nous avons commencé avec une bonne dizaine de minutes de retard, nous allons porter ce décalage. Florent, tu me feras signe quand... voilà, je pense qu'on peut récupérer ces 10 petites minutes quand même sur... voilà. On y va. Alors, Antoine, vous avez été chercheur, vous avez été associatif avant de prendre ce poste en tant que directeur recherche et innovation. Ce parcours, ça correspond à une vraie réflexion. Alors, c'est pas pour parler de vous, je le sais, parce que vous avez l'humilité pour ne pas le faire, mais en quoi ça vous a guidé vers votre réflexion vers quel est le meilleur endroit, où est le meilleur endroit pour agir? Bonjour à toutes et à tous. Merci. Bonjour Gilles. En fait, je crois que les deux intervenants qui viennent d'échanger, à savoir Gilles Boeuf et Gaël Giraud, répondent beaucoup à cette question-là. Ça se situe, je pense, et c'est une quête que nous portons tous, cette quête où est-ce que je peux être le plus utile pour peut-être ma famille, ma cité, mon pays, et puis aujourd'hui peut-être mon humanité. Donc effectivement, naturellement, on commence par un engagement associatif parce que c'est là qu'on a l'impression d'être au plus près des problématiques, au plus près des sujets de terrain. Et je me suis effectivement beaucoup intéressé aux espèces, parce que quand on réintroduit une espèce, lorsqu'on permet l'émergence d'une aire protégée dans un pays du Sud ou dans un pays occidental du reste, on a l'impression de pouvoir faire quelque chose de concret. Et c'est vrai que l'emballement qu'évoquent nos précédents interlocuteurs montre qu'aujourd'hui, il faut véritablement changer de braquet. Donc j'étais dans cette perspective très heureux de rejoindre la Caisse des dépôts, dont l'objet
au niveau de l'établissement public est véritablement de soutenir le développement économique du pays dans l'intérêt général. Vous savez, cette grande maison qui, depuis plus de 200 ans, finalement, accompagne le développement d'un pays en essayant d'anticiper des sujets, je vais dire, de société, des sujets globaux, et d'apporter des réponses. Alors, parfois, on arrive véritablement à les anticiper. C'était la création de CDC Biodiversité il y a 12 ans. Il y a 12 ans, on est un petit peu avant l'année internationale de la biodiversité. On est en 2010, enfin, en 2008, l'année internationale, c'est 2010. Et d'ores et déjà, finalement, la Caisse des dépôts crée cette filiale en lui confiant cette responsabilité que de faire émerger des solutions, des idées, des propositions, des outils pour que le monde économique s'empare véritablement du sujet biodiversité. En clair, pour que l'économie ne serve plus qu'elle-même, mais bien une véritable et quantifiée contribution à la préservation et certainement désormais à la restauration de la biodiversité. Alors, vous êtes également partenaire fondateur de la chaire comptabilité écologique, donc j'imagine que vous avez tendu l'oreille quand on a parlé de triple comptabilité tout à l'heure. Puisque la question, et ça a été évoqué par Gaëlle, c'est la question des indicateurs. À quoi se mesure la perte de la biodiversité? Alors, on ne va pas pouvoir l'aborder exhaustivement aujourd'hui, mais comment évolue cette prise en compte du vivant dans le capital de l'entreprise, dans les plans d'action, et donc pour engager les actionnaires dont on parlait tout à l'heure? Alors, très rapidement, Gaëlle l'a évoqué, donc effectivement, il y a une approche triple capital qui est portée aujourd'hui par la chaire comptabilité écologique et qui est extrêmement importante. Donc, j'invite véritablement les entreprises qui sont là aujourd'hui, celles qui regarderont cette vidéo plus tard, à se questionner sur ces sujets-là, à se préoccuper d'une approche véritablement en triple capital qui va en profondeur faire évoluer l'approche qu'auront les dirigeants, les actionnaires lorsqu'il y en a, les associés lorsque c'est des entreprises plus petites, de la richesse que génère leur entreprise. Peut-être pour aller assez vite, le temps étant compté, vous partagez en fait la réflexion qu'on a conduite chez CDC Biodiversité depuis maintenant un peu plus de 4 ans. En fait, on a observé, ça a été évoqué là encore, notamment en 2015, la COP21, l'accord de Paris, et on s'est dit, tiens, on n'est pas du tout au rendez-vous des engagements climatiques, néanmoins, ça bouge, et ça vous a pas échappé, on parle beaucoup de climat, on parle beaucoup du scénario 2 degrés, et de la compatibilité des exercices économiques avec ce scénario 2 degrés. Et on s'est dit, là, il y a un triptyque assez intéressant. Le GIEC, donc un consortium scientifique globalement, dont les conclusions sont indiscutables de mon point de vue et rarement, enfin en tout cas de moins en moins discutées, fort heureusement. On a des outils, en l'occurrence le bilan carbone, et puis une métrique, la tonne équivalent carbone. Tout ça étant globalement inexact, ou en tout cas pas suffisamment précis pour adresser à l'échelle que l'on voudrait véritablement les sujets, mais qui néanmoins permettent de créer, à travers le consensus obtenu aujourd'hui, les conditions de la mise en mouvement. Et ça, c'est extrêmement important, puisqu'on voit aujourd'hui qu'il y a des entreprises, même des entreprises qui viennent de très loin sur ces sujets, les entreprises d'énergie fossile par exemple, etc., commencent à prendre des engagements devant leur pacte actionnaire, devant leurs salariés, devant la société civile qui se mobilise. C'est extrêmement important que la société civile s'exprime pour que leur stratégie d'entreprise soit compatible avec ce scénario 2 degrés. Nous, on s'est dit, si on ne fait pas le même choix sur la biodiversité, finalement, on n'arrivera pas à mettre en mouvement le monde de l'entreprise. Et là, je fais référence simplement aux travaux de la fin des années 90, début des années 2000, qui nous rappellent que globalement, il faudrait mobiliser entre 150 et 355 milliards de dollars par an pour stopper l'érosion de la biodiversité, et que environ 20 à 25% de ces sommes sont des sommes susceptibles d'être issues de l'argent public. Donc le reste, en fait, c'est de l'argent privé. Vous l'avez compris, c'est pas du mécénat. Donc c'est bien une réorientation économique profonde. Mais pour faire cette réorientation, il faut absolument avoir une juste conscience de l'empreinte biodiversité, donc finalement du bilan biodiversité, si on fait le parallèle avec le bilan carbone, de nos activités d'entreprise. Alors, il y a 5 ans, quand on s'est posé cette question-là, il n'y avait pas consensus sur la métrique, il n'y avait pas consensus sur la méthode, il n'y avait pas encore la 7e session de l'IPBES, donc qui est le GIEC de la biodiversité, qui a été créé en 2012, et qui s'est retrouvé fin avril, début mai 2019, pour, vous en avez largement entendu parler, tirer encore une fois la sonnette d'alarme, rappeler la perspective de perte d'1 million d'espèces, etc. Aujourd'hui, c'est très clair, 30% de la biodiversité en général a d'ores et déjà disparu. Oui. Et la courbe que l'on a aujourd'hui et qui est très, très claire, il n'y a pas de scepticisme sur la perte de biodiversité, nous emmène vers, en 2050,
près de 40% de pertes. Et ce qui m'intéresse là, c'est moins finalement le gorille, la baleine, le condor ou je sais quelle autre espèce emblématique, fondamentale. Et je suis toujours, à titre bénévole, engagé sur tout un tas de programmes de conservation parce que c'est vraiment mon ADN. Mais j'irai au-delà de ça, c'est vraiment la préservation de la nature dans son ensemble, la fonctionnalité écologique, vous savez, la pollinisation, la fertilité d'un sol, la qualité de l'air, de l'eau, etc. Tout ça, c'est fourni gratuitement par une nature si elle fonctionne. Si elle ne fonctionne pas, eh bien, tout ça va s'arrêter. Or, les mêmes économistes, Gaël Giraud, d'autres, nous interpellent en nous rappelant que 40% de l'économie mondiale repose sur les services gratuits fournis par la nature. Et que 40%. parallèlement, 60% de ces écosystèmes sont menacés. Et donc l'économie mondiale va véritablement s'effondrer si elle ne prend pas très rapidement en compte. En fait, elle va déjà, de toute façon, rentrer dans une phase de mutation profonde. En fait, c'est déjà trop tard, mais là encore, Gilles le dit bien mieux que moi. Mais néanmoins, ce mur qui arrive, ce marais peut-être, eh bien, il faut absolument changer. Donc, le global biodiversity. Plus avec cette fameuse date du dépassement des ressources de la planète. Donc, Alors, se servir gratuitement a déjà une limite incommensurable. Oui, exactement. Alors, le Global Biodiversity Score, donc l'outil qu'on a proposé en version 1.0 à partir en mai dernier, donc juste après la sortie du confinement, permet aux entreprises, aujourd'hui plutôt aux grandes entreprises, celles qui ont une approche multinationale, celles qui ont déjà un dispositif de collecte de données, etc., mais de faire leur bilan d'empreinte biodiversité. Et juste un mot, c'est vraiment important parce qu'en France, quand on parle d'empreinte biodiversité, on pense éviter, réduire, compenser. En fait, on pense qu'est-ce que j'ai artificialisé, la loi de 76, rappelée dans la loi de 2016, ça représente en fait quelques pourcents de l'empreinte biodiversité d'une entreprise. C'est juste un tout petit morceau. Et c'est même pas l'arbre qui cache la forêt finalement. Donc on pense évidemment aux autoroutiers, aux carrières, etc. Mais en fait, tout le monde a une empreinte. Si on fait un calcul, encore une fois, très approximatif, mais qui donne l'échelle des enjeux entre la relation économie-biodiversité, c'est pour que chaque 1000 euros générés, de chiffre d'affaires généré, eh bien, on va détruire 2 mètres carrés de biodiversité vierge, quel que soit l'écosystème d'entrée. Et donc, tout le monde est concerné. Tout le monde est concerné à une échelle qui est gigantesque. Et il est urgentissime, ça serait peut-être mon appel de ce matin, en perspective du Congrès mondial du LUCN, en perspective de la grande COP biodiversité qui auront lieu l'un et l'autre en 2021, puisqu'ils ont glissé pour cause de Covid, eh bien, que les entreprises se préparent à avoir véritablement une conscience précisée par les valeurs que l'on peut obtenir en analysant aujourd'hui leurs données, de leur empreinte biodiversité, pour qu'elles puissent, le cas échéant, mettre en place des stratégies qui leur permettent, alors, de répondre aux enjeux économiques de court terme, aux enjeux de la société civile, les questions que les ONG leur posent, etc., mais en fait de se préparer à ce que les Nations Unies appellent à mettre dans l'accord qui sortira de cette COP15 biodiversité, c'est-à-dire, et cette fois-ci, il va falloir le tenir, parce que de toute façon, sinon, on s'effondrera encore plus vite, mais c'est 0 perte nette de biodiversité en 2030. Mais attention, comme la situation est beaucoup plus grave, beaucoup plus avancée qu'elle ne l'est pour le changement climatique, il nous interpelle sur la nécessité de mettre un retour en arrière, c'est-à-dire un gain net de biodiversité entre 2030 et 2050 de 20%. C'est un petit peu comme si au moment de la COP21, on s'était dit, non, le plus de degrés, c'est pas bon, c'est moins 1 degré qu'il nous faut. Et donc, vous imaginez aujourd'hui les difficultés qu'on a à tenir ces engagements, et qu'est-ce qu'il en serait si c'était encore pire. Donc voilà. Donc vraiment interpellé sur cette nécessité de rentrer dans une dynamique de transition profonde. Et donc au niveau de la Caisse des dépôts, tous ces outils percolent dans les différentes filiales, les différentes directions de la Caisse des dépôts. Et puis, bien, comme on travaille pour l'intérêt général, l'ensemble de nos outils sont disponibles pour les investisseurs, pour les entreprises qui le souhaitent. Donc on a un certain nombre de publications, celle de la mission économie de la biodiversité. Une des dernières en date, c'était comment intégrer la biodiversité dans le plan de relance. Ça a été dit, on n'a pas complètement été entendu, puisque si vous regardez les pages 30-32 du plan de relance, vous y verrez quelques petites idées, suggestions d'investissement qui pourraient, par répercussion positive, être favorables à la biodiversité, mais il n'y a pas de mobilisation des solutions fondées sur la nature, il n'y a pas de reconstruction de la trame, il n'y a pas d'investissement lourd par l'intermédiaire notamment des collectivités locales dans les infrastructures vertes dont on aurait tant besoin pour la qualité de vie des habitants, pour lutter contre les inondations, pour favoriser l'adaptation du territoire au changement climatique, etc. Merci pour cet excellent exposé très condensé. Gilles, une réaction avant d'accueillir Lamia Essemlali. On se connaît bien avec Antoine, parce que je participe à son conseil scientifique.
Et je rejoins ce que dit Gaël Giraud tout à l'heure. Gaël a eu raison quand il a dit qu'il ne faut pas qu'on fixe un prix à des espèces vivantes. Ça n'a pas de sens. Hein. Le tigre vaudrait plus que l'éléphant. En plus, moi, on m'a souvent dit, je fais une conférence, j'ai 50 € pour sauver mon éléphant. Après la conf, comme les gens m'aiment bien, j'ai 70. Donc, ça ne colle pas du tout, ça. C'est pas comme ça qu'il faut travailler. C'est vraiment, aujourd'hui, être capable de réunir ces données. Économie, écologie ont la même racine. Mais il y a la psychologie. Tout à l'heure, quelqu'un l'a dit. Hein. Comment est-ce qu'on aborde ces questions particulières? Et moi, j'admire beaucoup les efforts qui sont faits. Nous, écologues, on manque dramatiquement de métriques pour mesurer la biodiversité. Ce n'est pas un catalogue des oiseaux du Mercantour ou des coléoptères de ma forêt de la Massane dans les Pyrénées. Ce n'est pas suffisant. Ce qu'il faut qu'on garde, effectivement, et Antoine l'a dit, c'est la fonctionnalité de ces écosystèmes. Comment ils marchent? Et voilà pourquoi je suis en accord avec tout ça, beaucoup plus un défenseur d'écosystèmes, de fragments de nature que de l'espèce X ou Y. Je suis comme Antoine, le jour où l'éléphant d'Afrique partira, et puis l'ours polaire aussi, je serai vraiment profondément malheureux. Nous le serons tous. Merci beaucoup Antoine Cady pour cet exercice de style très efficace. Vous adorez, Gilles, les femmes, vous adorez les femmes actives et vous êtes particulièrement admiratif de notre troisième invité qui va venir nous rejoindre maintenant et qui va donner le souffle pour se quitter sur cette plénière. Eh bien, c'est Lamia Essemlali, que vous connaissez très bien aussi, Gilles. Bienvenue, Lamia. Bonjour. Bonjour Gilles. Bonjour Lamia, ravi de te retrouver. Moi aussi. Lamia, vous avez été une de ses élèves aussi à Gilles. Hein? Oui, j'ai aussi été une élève de Gilles, mon prof préféré à la fac, sans faire de faillotage. Lamia, vous êtes clairement militante, vous êtes présidente de l'association Sea Shepherd France. Vous incarnez le point de vue des ONG, d'une ONG qui va assez loin dans l'action. Ce militantisme est important pour Gilles, il est nécessaire. Comment vous le définissez? Et en quoi c'est une nécessité absolue concernant la protection du vivant de l'océan? Alors je pense que c'est une nécessité particulièrement peut-être pour l'océan, parce que l'océan est loin des yeux et loin des consciences, et ce qui se passe en mer dépasse l'entendement. Je pense que les gens ne réalisent pas le carnage qui a lieu, y compris très près de chez nous. Hein. Là on est en pleine opération, nous, de surveillance des pêches pour les dauphins. Je ne sais pas s'il y en a beaucoup qui ont conscience ici que la France est le pays qui tue le plus de dauphins en Europe, un de ceux qui en tue le plus au monde. On a filmé la semaine dernière un navire artisanal, entre guillemets, qui a tué 5 dauphins en l'espace de 24 heures. C'est un navire qui pêche du merlu. Donc c'est un poisson qu'on a l'habitude d'avoir dans nos assiettes sans forcément se poser la question de savoir quel est l'impact de cette pêche. Et c'est vrai que le modus operandi de Sea Shepherd est particulier, c'est-à-dire qu'on va au front. On essaye de pallier au fait qu'il n'y a pas de police en haute mer. Et dans les eaux territoriales, il y a aussi très très peu de surveillance. Il y a un sentiment, un climat d'impunité en mer qui est inégalé à terre et qui fait qu'en fait, voilà, on a presque un permis de destruction d'espèces protégées. Je pense que les dauphins sont une espèce clé dans le sens où ils ont cet avantage d'avoir un capital sympathie. C'est une espèce charismatique, à l'instar des baleines, à l'instar des phoques. Et si on n'arrive pas à sauver ces espèces-là, on ne sauvera absolument rien d'autre. Donc effectivement, il ne s'agit pas tant de sacraliser une espèce ou une autre, mais je pense que voilà, c'est ce qu'on appelle les espèces parapluies en fait. Hein. Donc nous, quand on communique sur ce qui se passe avec les dauphins, ça interpelle les gens bien plus que quand on leur dit on est en train d'exterminer les bars ou les sardines. Malheureusement, les gens se fichent un peu de ça. Il y a aussi quelque chose avec le mode d'action de Sea Shepherd, c'est que on est des militants très clairement et on est prêt à prendre des risques. Donc il y a mille et une façons de s'investir au sein de Sea Shepherd. On peut le faire près de chez soi via un groupe local, mais l'ADN de l'organisation, c'est quand même d'être en mer et de s'interposer face à des atteintes illégales à la biodiversité, aux vivants. D'ailleurs, je préfère le terme de vivant. Qui inclut des risques. Pourquoi? Parce qu'on est face à des gens qui n'ont pas de scrupules et qui n'ont pas d'image de marque particulière à préserver et qui ont cette habitude aussi d'impunité. Et le fait de prendre des risques
mine de rien, c'est quelque chose qui permet d'interpeller le public. C'est Paul Watson, le fondateur de Sea Shepherd, Oui. qui le dit. Une baleine qui se fait harponner, ça n'est pas une histoire, mais des gens qui risquent leur vie pour sauver cette baleine, ça devient une histoire. Et donc, en donnant tout, en étant prêt à prendre ces risques pour sauver le vivant, on permet de mettre sur la table des sujets qui, autrement, ne sont pas mis en avant. Ils sont loin de l'être suffisamment. Par exemple, ce qu'on est en train de vivre, nous, en ce moment, au large de la Bretagne, c'est un crève-cœur. Là, vraiment, moi, je suis particulièrement touchée parce qu'on a eu un problème d'avarie moteur sur les derniers jours. Et donc, notre bateau ne patrouille plus. Et on voit déjà qu'il y a plus de dauphins qui s'échouent, de dauphins frais qui s'échouent, simplement parce qu'on n'est pas là. Et je trouve ça dramatique qu'en France, le pays qui a la deuxième plus grande surface maritime au monde, avec une responsabilité énorme en matière de sauvegarde de l'océan, qu'on en soit réduit à un semi-rigide d'une ONG pour essayer de sauver des dauphins, c'est catastrophique, c'est honteux. C'est honteux. Alors, est-ce que vous arrivez à créer des alliances ou est-ce qu'au contraire votre militantisme vous coupe d'une certaine façon des alliances qui seraient nécessaires pour empêcher ces situations entre pouvoir public, peut-être entre entreprises? Est-ce que vous dialoguez avec eux? Nous, en fait, on dialogue avec tout le monde et on va vraiment parler partout. On est extrêmement sollicité de plus en plus par les écoles parce que c'est vrai que notre mode d'action plaît aussi beaucoup aux enfants. C'est très concret. L'imagerie pirate aussi, Oui. je pense, leur plaît beaucoup. Mais on est, comme on communique de plus en plus, notre philosophie aussi est mieux comprise. Et je pense qu'il y a quand même une prise de conscience dans l'opinion. Les gens se rendent compte que signer des pétitions, ça va pas suffire. Et Sea Shepherd, finalement, bon, on a été fondé en 1977, donc on a 43 ans. On n'a jamais blessé personne. On ne fait que défendre le vivant. On ne fait que essayer de faire respecter les lois en matière de protection de l'océan. Et on dénonce là où la loi n'est pas suffisante. Parce que, par exemple, sur cette hécatombe de dauphins, le navire qu'on a filmé en train de tuer 5 dauphins, il est rentré à quai. On a prévenu la gendarmerie maritime qui a fait un contrôle. Bon, il avait bien fait ses déclarations parce qu'on l'a filmé. Parce que dans les faits, en fait, il ne déclare jamais. Hein. Sur l'année dernière, 11 300 dauphins tués, 4 déclarations. Donc il ne déclare pas, alors que c'est une obligation légale. Bref, lui a fait ses déclarations. Il est reparti pêcher, tranquillement. Voilà. Il a le droit d'y retourner. En Australie, le même cas de figure, ce bateau reste à quai. Il n'aurait pas le droit de repartir. Il va en plein milieu de la zone des dauphins. Il lâche ses filets en plein milieu. Donc, il prend des dauphins. On considère que ce sont des captures accidentelles. Et la loi autorise les captures accidentelles. Ça n'est pas de l'accident, en fait. Les dauphins sont sacrifiés au secteur de la pêche. Et on nous invoque un argument économique, hein, comme très souvent. Donc, on nous dit, mais qu'est-ce que vous voulez il faut bien que les pêcheurs mangent. En fait, il y a des fonds européens qui existent pour justement transformer le secteur de la pêche vers une activité plus durable. Il y a les fonds FEAMP. La France a quand même eu 588 millions d'euros pour augmenter la surveillance des pêches, pour réduire les captures, pour financer la reconversion des pêcheurs qui sont dans des secteurs particulièrement destructeurs. Or là, décembre 2019, la France n'avait même pas utilisé la moitié de cette enveloppe. Donc en fait, la France n'utilise pas cet argent. Il y a une véritable volonté politique de maintenir une opacité, une omerta. On devrait pouvoir s'inspirer des pays qui font beaucoup mieux que nous. On fait partie des pires. Et on avait jusqu'à l'année dernière une arrogance insupportable du ministère qui était de dire que nous étions un exemple à suivre, qu'il fallait promouvoir l'exemple français au niveau européen, alors que nous faisons partie des pires. Et le problème, c'est que l'opinion publique ne le sait pas, ça. Parce qu'on fait des opérations de sensibilisation avec des dauphins qu'on retrouve morts en mer ou sur les plages. On fait des opérations en ville, en centre-ville. Et on interpelle les gens. Et on leur dit, voilà, des milliers de dauphins comme celui-ci meurent chaque année pour satisfaire notre consommation en poissons. Et les gens, en fait, ont souvent deux réactions. Alors, il y en a qui sont choqués, qui comprennent bien la chose. Mais il y a deux réactions quand même qui sont interpellantes. Il y en a qui nous disent, en fait, c'est un dauphin en résine, c'est pas un vrai dauphin. Et d'autres qui nous disent, mais on n'a pas de dauphin en France.
On n'a pas de dauphin en France. C'est une incompréhension totale. On ne peut pas s'émouvoir de la disparition d'une espèce dont on n'a même pas conscience qu'elle est là. Et encore une fois, si on ne les sauve pas eux, on ne sauvera rien d'autre. Et donc, il y a vraiment de quoi s'inquiéter parce que ça va extrêmement vite. Et les scientifiques, l'Observatoire Pélagis, qui est basé à La Rochelle, qui fait les relevés des chouages depuis bientôt 30 ans, tirent la sonnette d'alarme continuellement. Ils ont fait un premier communiqué de presse en 2017 en disant « Attention, on est à 3500 dauphins, c'est beaucoup trop. 3500 dauphins tués. » 2019, on est à 11 300. Et 2020 est encore pire. Malgré les 2 mois de confinement où ils ont eu une petite accalmie, en fait, c'est reparti à la hausse. Et donc, c'est catastrophique. Alors, nous allons devoir conclure, mais on va conclure sur ce même sujet parce que finalement, vous l'avez dit, hein, quand on a échangé, Lamia, il y a eu évidemment encore une fois la solution, elle est en grande partie aussi dans nos choix de consommation. Là, une grande partie de la solution est dans notre assiette. Est-ce que vous pouvez conclure tous les deux sur cette responsabilité partagée que j'évoquais en tout début de plénière, et ce sera notre mot de conclusion. Gilles. Je dirais à Lamia que je pense que ça a dû lui faire plaisir qu'elle ait appris il y a quelques semaines que je viens de prendre la présidence de Éthique Océan, qui est un groupe de lutte en France qui veut effectivement établir un dialogue entre le monde de la pêche, de la consommation, de la transformation, et faire qu'on utilise des ressources marines qui soient le plus possible durables. Bon. Alors après, avec Lamia, on a souvent la conversation, est-ce qu'on mange du poisson ou pas? Moi, je ne mange pas de viande depuis longtemps déjà, mais ça m'arrive de manger un peu de poisson. Oui, Lamia me l'avait déjà dit, hein, que vous mangez... Que souvent je vais pêcher d'ailleurs. Moi, ma famille est en baie de Douarnenez, alors je vais me pêcher effectivement une araignée de temps en temps en apnée, ça m'arrive. Et je la mange. Bon. Par contre, je suis un peu comme les cathares, vous savez, je ne mange pas d'animaux à sang chaud, hein, donc je mange des poissons et je mange des crevettes, mais je ne mange pas de vaches ou de cochons. Donc c'est un vrai débat, une vraie question. Hein. Est-ce que, de toute façon, il est clair qu'il faut qu'on aille globalement au niveau mondial vers un effondrement de la consommation de produits carnés animaux, ça c'est sûr. Il y a une grosse question aussi qui n'a pas été abordée ici, c'est la question des élevages. Il faut voir un petit peu comment on élève ces animaux et surtout, aussi important, c'est comment on les tue. Comment ils passent d'une vie en élevage. Je pense qu'il y a quelques éleveurs qui aiment leurs animaux. Ils ne sont pas tous des affreux massacreurs d'animaux, mais la façon dont on va les tuer peut gâcher complètement le système. Hein. Je racontais à Lamia un jour sur des casiers à langoustes, le fait de prendre une langouste par les antennes, de la sortir du casier et de la jeter sur le pont, fait qu'elle vit 3 mois de moins vivante dans un vivier à terre par la suite. Hein, si ce n'est pas une mesure du stress chez les langoustes, là, dites-moi ce que c'est. Ils sont aussi sensibles que nous, toutes ces espèces vivantes. Donc, moi, j'admire, quand j'écoute Lamia, bon, sa véhémence, sa pugnacité, j'admire hein, le personnage. Il peut se connaître depuis longtemps. Il faut des gens comme ça. Maintenant, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de plus de réponses des pouvoirs publics? Bah écoutez, il y a une police. Je vais donner un exemple terrible qui va lui faire mal au cœur aussi. En baie de Douarnenez récemment, des gens qui pêchent de la sardine, elle est revenue. Le bateau est rempli de sardines. La VHF nous dit qu'il y a du bar au cap de la Chèvre. On balance toutes les sardines mortes à l'eau pour aller prendre un poisson qui est plus valorisant. Eh bien ça, je suis désolé, ce n'est pas supportable. Donc il y a un vrai combat. Et quand elle nous dit qu'il n'y a que eux qui sont efficaces pour faire la surveillance, c'est quand même affligeant. En tout cas, bravo pour ce qu'ils font. Lamia, votre dernier mot de mobilisation. Je vais juste rebondir parce que ce que dit Gilles est intéressant justement sur le fait qu'il ne mange pas de viande et c'est très bien et que ça lui arrive de manger du poisson. Bon, après, si c'est celui que tu pêches, Gilles, je pense que ça pose moins de soucis, mais c'est vrai que beaucoup de gens ont conscience de l'impact de la viande et du coup, parfois se rabattent sur le poisson. Alors que c'est pas du tout la solution, mais on a un rapport au poisson qui est très différent. On parle de tonnes de requins. On ne parle pas de tonnes de girafes ou de tonnes de chiens. Et donc, ça aussi, ça désensibilise complètement. Voilà. Mais très clairement, ça passe par l'assiette. La pêche est la première menace qui pèse sur l'océan. Avant le changement climatique et avant la pollution, qui sont des menaces importantes. Mais ça reste la pêche. Et donc, ça passe d'abord et avant tout par l'assiette. Donc, quand on me demande qu'est-ce que je peux faire pour aider l'océan, en fait, ma réponse est est-ce que le poisson qui est dans votre assiette est vital pour vous ? Oui ou non. S'il ne l'est pas, laissez-le à ceux pour qui c'est vital. C'est-à-dire certaines populations humaines, c'est pas nous, et les prédateurs marins, que nous affamons aussi. Parce que si les dauphins meurent en ce moment, et de plus en plus, c'est parce qu'il y a surpêche, raréfaction de leur proie, et en fait on a les bateaux de pêche et les dauphins qui se retrouvent au même endroit. Donc c'est le poisson qui est dans nos assiettes. C'est plus les harpons explosifs, c'est pas les bains de sang à Taiji au Japon ou aux îles Féroé qui menacent au niveau des espèces, c'est notre consommation de poissons. Voilà. Qu'est-ce qui est vital pour nous? Qu'est-ce qui est vital pour le monde du vivant? C'est la conclusion. Merci infiniment, Lamia, pour cette brillante intervention. Merci, Gilles Boeuf, à vous.
pour nous avoir accompagnés tout au long de... Oui. Vous rajouter un mot, Vanessa? Je vous en prie, en 1 minute. 1 minute, 2 mots. Éducation. Tout ce qui sort de ce qu'on a dit depuis ce matin, éducation. Les tout petits, leur expliquer qu'ils sont vivants, ils sont faits vivants et qu'ils ne pourront pas vivre harmonieusement dans ce monde qui est le nôtre sans le vivant. Et deuxièmement, transversalité. On l'a vu ce matin, Vanessa, ce que vous avez fait là, réunir des gens très différents, de modes de pensée différents, c'est la seule solution. Et pour ça, il faut arrêter ce dogme de l'enseignement français qui se fait par silo. Il faut absolument que nos jeunes soient formés, éduqués, dans le bon sens. Et ça ira pas vers des programmes actuels qui suppriment en partie l'essence de la vie et de la terre. Merci. Merci à vous, Gilles. Merci à vous d'avoir été avec nous pour vos questions. Merci pour votre attention. Vous savez, quand on est sur scène, il n'y a pas pour moi une scène et un public. On fait tous communauté. Et on sentait votre attention ce matin. Vous étiez avec nous. Merci pour ça. Très bonne journée. Mobilisez-vous pour le vivant et pour vous-même. Merci.